Je m'appelle Claire, et j'ai 28 ans. Mon frère vient de me lancer 50 cents comme si j'étais une artiste de rue, en me disant « Garde la monnaie, ma sœur ». Alors que tout le monde observait le pire pendant l'heure de pointe du matin chez Golden Morning, j'ai juste souri et dit « Merci ». Parce que c'est ce que font les bons petits paillassons, apparemment. D'où regardez-vous aujourd'hui? Déposez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement invisible dans votre propre famille. Vous voudrez absolument rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment je me suis retrouvé ici, à me faire humilier publiquement par ma propre chair et mon propre sang tout en portant un tablier taché de café à 6 heures du matin. Il y a 6 mois, mon grand-père Harold m'a appelé avec cette voix tremblante qui signifiait qu'il avait besoin d'aide, mais qu'il était trop fier pour le demander directement. Son employé de longue date avait démissionné sans préavis, le laissant seul pour gérer Golden Morning, le petit café de quartier à Manhattan qui était autrefois un empire dans les années 80. « Claire, ma chérie, avait-il dit, je sais que tu es occupée avec ton travail de graphiste, mais ça te dérangerait d'aider un vieil homme pendant quelques jours seulement? Ces quelques jours se sont transformés en tous les matins, parce que comment abandonner quelqu'un qui vous a élevé alors que vos parents étaient trop occupés à gâter votre fils chéri? Le café était situé au coin de la 42e rue et de Lexington, une petite tranche de nostalgie dans une ville qui dévorait tout ce qui était vieux. Grand-père Harold avait ouvert le premier Golden Morning en 1979, et en 1985, il avait 12 établissements à travers New York. Puis, grand-mère Ruth est décédée, et d'une manière ou d'une autre, l'empire n'a plus compté. Il a tout vendu sauf ce café, l'endroit où ils se sont rencontrés, où il l'a demandé en mariage, où ils ont passé leurs plus belles années. Tous les matins à 5h30, j'ouvrais ses portes en verre, j'allumais la machine à expresso et je me transformais en quelqu'un de complètement différent de la graphiste confiante que j'étais l'après-midi. Ici, je n'étais que la petite fille d'Harold, celle qui ne pouvait pas tout à fait faire le café aussi parfaitement que grand-mère Ruth, mais qui faisait de son mieux quand même. Les habitués me connaissaient maintenant. Madame Patterson commandait son décaféiné avec 2 sucres et s'enquérait toujours de la santé de mon grand-père. Le détective Morrison prenait son café noir et grognait à peine un bonjour, mais il laissait de bons pourboires. Puis il y avait Bradley, mon frère de 32 ans, avocat d'entreprise prospère, propriétaire d'un VUS noir brillant et créateur professionnel de mon humiliation quotidienne. Ce matin avait commencé comme tous les autres. J'avais disposé les pâtisseries dans la vitrine, nettoyé les tables et me préparé mentalement à une autre journée à servir du café à des gens qui avaient réellement résolu leur vie. La cloche au-dessus de la porte a sonné à exactement 7h15, comme prévu. Eh bien, annonça Bradley assez fort pour que tout le monde entende. Regardez qui joue à nouveau la serveuse. Il portait son costume de pouvoir comme une armure, tout en angle vif et en tissu coûteux. Sa mallette coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 mois de travail rémunéré. Il s'approcha du comptoir avec ce sourire narquois que j'avais appris à détester, celui qui disait qu'il savait exactement comment appuyer sur mes boutons et qu'il prévoyait de le faire pour le plaisir. Comme d'habitude, ai-je demandé, en tendant déjà la main vers une tasse à café moyenne. En fait, dit-il, sortant son téléphone et faisant mine de consulter son emploi du temps. Fêtant un grand aujourd'hui. J'ai une réunion importante avec un client. Vous savez, le genre de choses que font les gens qui réussissent. J'ai versé son café, ajouté la touche de crème qu'il préférait, et je l'ai posé sur le comptoir. Ça fera 4,50 $. Bradley fit à nouveau semblant de chercher son portefeuille, sortit un billet de 20 $ et le posa sur le comptoir. Garde la monnaie, dit-il, puis s'arrêta avec emphase. Oh, attends. C'est trop pour quelqu'un dans ta position. Il remplaça le 20 par un billet de 5, puis décida apparemment que c'était encore trop généreux, et finalement déposa la monnaie exacte plus 50 cents sur le comptoir. Voilà, annonça-t-il. Un pourboire qui correspond à ton niveau de compétence. Tout le café se tut. Madame Patterson avait l'air mortifiée. Le détective Morrison leva effectivement les yeux de son journal. Même les étudiants qui potassaient pour leurs examens arrêtèrent de taper pour assister à ce drame familial. Et moi? J'ai souri. J'ai effectivement souri et j'ai dit « Merci, Bradley. Passe une merveilleuse journée. » Parce que le confronter signifierait admettre que ces mots pouvaient me blesser. Parce que faire une scène embarrasserait grand-père Harold, qui luttait déjà contre sa santé et n'avait pas besoin de drames familiaux en plus de tout le reste.
Parce que j'avais passé 28 ans à apprendre que maintenir la paix était plus important que de me défendre. Bradley se pavana, se sentant probablement très satisfait de lui-même. Les autres clients reprirent lentement leur conversation, faisant semblant de ne pas avoir assisté à l'humiliation de sa sœur par un adulte pour le plaisir de se divertir. J'ai continué à servir du café et à enregistrer des pâtisseries comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Alors que j'effectuais mécaniquement les mouvements d'ouverture des tiroirs caisses et de la cuisson à la vapeur du lait, j'ai aperçu mon reflet dans la machine à expresso en acier inoxydable. La femme qui me regardait avait l'air fatiguée, vaincue, plus petite en quelque sorte qu'elle n'aurait dû l'être. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie Sarah et je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Claire, dit-elle, tu réalises que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Les frères ne traitent pas leurs sœurs comme des employés. Il est juste stressé, je me suis entendu trouver des excuses. Grand cabinet d'avocats, beaucoup de pression. Et toi, tu n'es pas stressé? Tu as 2 emplois, tu t'occupes de ton grand-père et tu te fais traiter comme un déchet par ta propre famille. » Elle avait raison, bien sûr. Mais le reconnaître signifiait admettre que la dynamique familiale que j'avais acceptée toute ma vie était en fait toxique. Cela signifiait reconnaître que j'avais joué un rôle que personne n'avait pris la peine de me demander si je voulais. Alors que je m'endormais cette nuit-là, je me suis fait une promesse, demain sera différent. Demain, je trouverai ma voie. Je ne savais pas que demain apporterait des changements que je n'aurais jamais pu imaginer. Le lendemain matin a commencé avec grand-père Harold se déplaçant plus lentement que d'habitude. Je l'ai trouvé dans le café à 5 heures, 1 heure avant l'ouverture habituelle, assis à sa table d'angle préférée avec une tasse de café froid et un regard vague dans les yeux. « Grand-père », je me suis approché avec précaution. « Tout va bien ?» Il leva les yeux et pendant un instant, il sembla confus quant à l'endroit où il se trouvait. Puis la reconnaissance revint. « Claire, ma chérie, je pensais juste à ta grand-mère. » Je me suis assise en face de lui, remarquant que sa main tremblait légèrement lorsqu'il souleva la tasse de café. « Parle-moi d'elle. » Son visage s'illumina comme il le faisait toujours lorsqu'il parlait de grand-mère Ruth. « Elle faisait le meilleur café que tu aies jamais goûté. Pas seulement parce qu'elle connaissait la température de l'eau parfaite ou qu'elle avait la bonne mouture, mais parce qu'elle mettait de l'amour dans chaque tasse. Les gens venaient ici non seulement pour la caféine, mais aussi pour ce sentiment d'être pris en charge. » Il fit un geste vers le petit café avec ses chaises dépareillées et ses photos fanées. Cet endroit était notre rêve, Claire. Nous allions avoir la plus belle chaîne de café à New York. Ruth avait toutes ses idées de menus de saison et d'événements communautaires. Elle voulait créer des lieux de rassemblement où les gens se sentiraient comme une famille. Vous avez créé cela, dis-je doucement. Regardez autour de vous. Madame Patterson vient ici parce qu'elle se sent chez elle. Le détective Morrison vous fait confiance pour sa routine matinale. Vous avez construit quelque chose de beau. Nous avons construit quelque chose de beau, corrigea Teil. Mais après la mort de Ruth, je n'ai pas pu voir l'intérêt de m'étendre davantage. Les autres établissements semblaient vides sans elle pour les animer. La cloche sonna lorsque notre premier client de la journée entra. Madame Patterson, alors prévue à 6h30, portant son manteau violet habituel et portant le roman d'amour qu'elle ne semblait jamais finir. « Bonjour, mes chéris, lança-t-elle, s'installant à sa table habituelle près de la fenêtre. « Harold, tu es là tôt aujourd'hui. »« Je n'arrivais pas à dormir, répondit grand-père Harold, se levant lentement pour m'aider derrière le comptoir. Claire a tout sous contrôle, cependant. Alors que je préparais le décaféiné de Madame Patterson avec 2 sucres, je regardais mon grand-père se déplacer dans l'espace familier. Chaque geste était délibéré, pratiqué, comme une danse chorégraphiée qu'il avait exécutée des milliers de fois. Il savait exactement où chaque tasse, chaque cuillère, chaque serviette devait être. Tu sais, dit-il doucement alors qu'il nettoyait le comptoir, ma main s'immobilisant sur la machine à expresso. Ton frère est passé hier après-midi. Bradley était ici? MHM. Il semblait très intéressé par l'entreprise. Il a posé beaucoup de questions sur les bénéfices, la valeur des propriétés, ce genre de choses. Une sensation de froid s'installa dans mon estomac. Quel genre de questions? Oh, des choses d'avocat. Il voulait en savoir plus sur les polices d'assurance, s'il avait des dettes, combien valait le bâtiment. La voix de grand-père Harold était désinvolte, mais j'ai détecté quelque chose en dessous. Il a dit qu'il s'inquiétait pour sa sécurité financière et sa retraite. La cloche sonna à nouveau, et le détective Morrison entra,
apportant son nuage habituel d'intensité et la faible odeur de cigarette. Il me fit un signe de tête, jeta un coup d'œil à grand-père Harold avec ce qui aurait pu être de l'inquiétude, et s'installa au comptoir. « Café noir, détective ?» demandai-je. « Merci, gamine. » Il sortit un billet d'$1 froissé et de la monnaie. « Votre grand-père se sent bien ?» Il a l'air fatigué. Je jetai un coup d'œil à grand-père Harold, qui rangeait lentement les pâtisseries dans la vitrine. Juste un de ces jours, je pense. Le détective Morrison m'étudia avec l'attention vive qui rendait probablement les criminels nerveux. Les affaires de famille peuvent être compliquées. Surveillez-vous, d'accord. Le commentaire énigmatique me laissa mal à l'aise. Le détective Morrison venait ici depuis 3 ans, et il n'avait jamais offert de conseils personnels auparavant. Qu'avait-il observé que j'avais manqué? L'heure de pointe du matin se déroula normalement, mais je me suis retrouvé à observer grand-père Harold plus attentivement. Il bougeait délibérément, s'arrêtant fréquemment pour reprendre son souffle. Quand il pensait que personne ne le regardait, il pressait sa main contre sa poitrine et fermait brièvement les yeux. « Grand-père, dis-je pendant une accalmie vers 9h30, peut-être devriez-vous consulter le docteur Patterson cette semaine. Juste un bilan. » « Je vais bien, ma chérie, mais sa voix manquait de conviction. Je deviens juste vieux, c'est tout. À midi, le café était vide, à l'exception d'une étudiante qui tapait furieusement sur son ordinateur portable et d'un homme d'affaires qui menait une conversation téléphonique animée dans le coin. Grand-père Harold s'assit lourdement sur sa chaise, et je remarquai qu'il avait à peine touché au sandwich que je lui avais préparé pour le déjeuner. « Je pense que je vais rentrer à la maison pour faire une sieste, dit-il. Peux-tu t'occuper de l'après-midi seul ? C'était inhabituel. Grand-père Harold ne partait jamais avant l'heure de la fermeture, même les jours lents. Bien sûr. Prends soin de toi. Alors qu'il rassemblait son manteau et son chapeau, il se retourna vers moi. Claire, je veux que tu saches combien cela compte pour moi que tu sois ici. Ton aide, ta compagnie, la façon dont tu te soucies de cet endroit. Cela signifie tout. Le sérieux dans sa voix me prit au dépourvu. Grand-père, tu sais que j'aime être ici. Je sais, et je veux que tu t'en souviennes. Quoi qu'il arrive, il s'arrêta à la porte. Ta grand-mère aurait adoré te regarder travailler ici. Tu as son cœur pour prendre soin des gens. Après son départ, le café sembla étrangement silencieux. J'ai nettoyé les tables, réapprovisionné les fournitures et essayé de me débarrasser du sentiment que quelque chose de fondamental était en train de changer. La conversation sur la visite de Bradley continuait de tourner en boucle dans mon esprit. Depuis quand mon frère se soucie-t-il des finances de grand-père Harold? Mon téléphone vibra avec un texto de Bradley lui-même, besoin de parler. Dîner de famille dimanche. Affaire familiale importante à discuter. Dîner de famille? Nous n'en avions pas eu depuis des mois, pas depuis Noël dernier, lorsque Bradley avait passé tout le repas à parler de ses dernières victoires juridiques pendant que nous hochions poliment la tête. Qu'est-ce qui constituait une affaire familiale importante dans l'esprit de Bradley? Un autre texto arriva, apporte la recette des lasagnes de maman. Celle que grand-père aime. Même dans ses textos, Bradley réussissait à formuler des demandes. Mais la mention du plat préféré de grand-père Harold me tordit l'estomac d'anxiété. Que prévoyait exactement Bradley? L'après-midi passa lentement. J'ai servi une poignée de clients, équilibré la caisse et nettoyé la machine à expresso avec un soin particulier. À l'approche de l'heure de la fermeture, je me suis senti réticente à partir. Ce petit café était devenu mon refuge, le seul endroit où je me sentais compétente et nécessaire. En fermant à clé ce soir-là, je me suis tenu sur le trottoir et j'ai regardé Golden Morning à travers les grandes fenêtres avant. La lumière chaude à l'intérieur le rendait invitant, confortable, comme un endroit où de bonnes choses se passaient. Je n'avais aucun moyen de savoir que dans une semaine, tout changerait pour toujours. Mais quelque part au fond de mon esprit, une petite voix murmurait que je devrais mémoriser ce moment, ce sentiment d'appartenir à un endroit, parce que rien de si bon ne durait jamais dans ma famille. Le dîner du dimanche chez mes parents ressemblait à une embuscade. Maman avait dressé la table de la salle à manger avec sa bonne porcelaine, celle qui ne sortait que pour les occasions spéciales ou lorsque Bradley avait besoin de faire bonne impression. Papa était assis en bout de table avec son expression inconfortable de conversation sérieuse, et Bradley se prélassait sur sa chaise comme s'il était chez lui. « Claire, ma chérie, dit maman, prenant les lasagnes que j'avais apportées. Tu as l'air fatiguée. Dors-tu suffisamment? Traduction, tu as l'air terrible,
et nous allons tous faire semblant que c'est de l'inquiétude plutôt que du jugement. Je vais bien, maman. Juste occupé avec le travail. Je m'installai à ma place habituelle directement en face de Bradley, qui faisait défiler son téléphone comme si ce rassemblement familial interrompait des affaires plus importantes. En parlant de travail, dit Bradley sans lever les yeux, comment se passe cette histoire de café? Ça se passe bien. Grand-père Harold semble apprécier la compagnie. HM. Bradley posa finalement son téléphone et me fixa avec ce regard calculateur que j'avais appris à redouter. Et il te paie pour cette aide quotidienne, n'est-ce pas? La question flottait dans l'air comme une arme chargée. Ce n'est pas une question d'argent, Bradley. C'est de la famille. Une famille qui possède un bien immobilier de valeur à Manhattan, répondit Bradley avec douceur. Un bien qui aura besoin d'une gestion appropriée à mesure qu'il vieillit. Papa s'éclaircit la gorge. C'est en fait ce dont nous voulions discuter avec toi, Claire, des futurs soins de ton grand-père. Maman revint de la cuisine et commença à servir les lasagnes, ses mouvements vifs et efficaces. Nous sommes inquiets qu'il vive seul à son âge. Et cette affaire de gérer un café tous les jours, c'est trop pour un homme de 82 ans. Il adore ce café, protestai-je. C'est là que lui et grand-mère Ruth ont été les plus heureux. Oui, nous connaissons l'histoire, fit Bradley avec désinvolture. Mais les sentiments ne paient pas les factures médicales ou les établissements de vie assistés. La conversation évoluait dans une direction qui me donnait la chair de poule. Qu'est-ce que vous suggérez exactement? Bradley se pencha en avant, soudainement animé. J'ai fait des recherches. Ce coin de propriété vaut au moins 2 millions de dollars, peut-être plus avec le bon développement. Grand-père pourrait vendre le bâtiment, prendre sa retraite confortablement et déménager dans un endroit plus approprié à son âge et à ses besoins de santé. Un endroit plus approprié. Je posai ma fourchette avec plus de force que nécessaire. Ce café est sa maison, son histoire, son lien avec grand-mère Ruth. Claire, dit papa sur son ton patient et condescendant, nous comprenons que tu es attaché à l'idée romantique de tout cela, mais nous devons être pratiques. Harold ne rajeunit pas, et le café n'est pas vraiment rentable. Comment saurais-tu s'il est rentable, rétorquai-je. Quand est la dernière fois que l'un d'entre vous lui a rendu visite là-bas? Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Ce n'est pas le point, dit maman sur la défensive. Le point est que ton grand-père a besoin d'une famille qui veille à ses meilleurs intérêts. Je veille à ses meilleurs intérêts, répondis-je. Je suis là tous les jours. Je vois combien cet endroit compte pour lui. Bradley sortit un dossier que je n'avais pas remarqué auparavant. En fait, j'ai fait des recherches sur sa situation financière. Saviez-vous qu'il refuse des offres de location depuis des années? Le bâtiment pourrait générer des revenus importants s'il était correctement géré. Offre de location? Ma voix devint plus aiguë que prévu. Des locataires commerciaux prêts à payer le triple de ce que rapporte ce petit café. Bradley étala des papiers sur la table comme s'il présentait des preuves au tribunal. Grand-père Harold est assis sur une mine d'or et refuse de l'exploiter. Je fixai les documents, l'esprit tourbillonnant. Avez-vous discuté de tout cela avec lui? Pas directement, admit papa. Nous avons pensé qu'il serait préférable que cela vienne de toi puisque tu passes autant de temps avec lui. Le piège devenait clair. Ils voulaient que je sois leur messager pour convaincre grand-père Harold d'abandonner tout ce qu'il aimait parce que cela avait un sens financier pour eux. Non, dis-je doucement. Non, quoi, demanda Bradley. Non, Bradley, je ne t'aiderai pas à le manipuler pour qu'il vende son café. L'expression de Bradley se durcit. Manipuler, Claire? Nous parlons de s'assurer qu'il reçoit les soins appropriés en vieillissant. Préférerais-tu qu'il finisse dans une maison de retraite financée par l'État parce qu'il était trop têtu pour prendre des décisions financières intelligentes? Je préférerais qu'il passe ses dernières années entouré des choses et des lieux qu'il aime avec une famille qui respecte ses choix. C'est très noble, dit maman sèchement. Mais la noblesse ne paie pas les soins médicaux 24 heures sur 24 quand il en a besoin. Le dîner s'est poursuivi avec une tension croissante. Bradley a présenté davantage de projections financières, d'évaluations immobilières et de brochures de résidence pour personnes âgées. Mes parents ont acquiescé, faisant occasionnellement des commentaires encourageants sur des décisions difficiles mais nécessaires. Je picorais mes lasagnes et me demandais quand ma famille était devenue un panel de conseillers financiers complotant pour démanteler le bonheur d'un vieil homme à des fins lucratives. Chaque suggestion qu'ils faisaient semblait raisonnable en apparence,
mais en dessous se cachait le message clair que l'attachement émotionnel de grand-père Harold à son café était un obstacle gênant à la maximisation de la valeur immobilière. Le fin mot de l'histoire, a dit Bradley alors que maman servait le dessert, c'est que grand-père a besoin d'une famille qui prendra des décisions difficiles pour lui quand il ne pourra pas les prendre lui-même. Il est parfaitement capable de prendre ses propres décisions, ai-je protesté. L'est-il vraiment? La voix de Bradley a pris le ton d'un interrogatoire qu'il utilisait probablement au tribunal. Vous avez dit vous-même qu'il avait des problèmes de santé, des problèmes de mémoire, des difficultés à gérer l'entreprise. Je n'ai jamais dit qu'il avait des problèmes de mémoire. Vous n'aviez pas besoin. Je peux voir les signes quand je lui rends visite. La façon désinvolte dont il l'a dit m'a glacé le sang. Quand vous lui rendez visite? Je suis passé de temps en temps, juste pour prendre des nouvelles. Le sourire de Bradley était prédateur. Il est important de bien documenter ces choses. À ce moment-là, j'ai compris ce qui se passait réellement. Il ne s'agissait pas du bien-être de grand-père Harold. Il s'agissait d'héritage. Il s'agissait de se positionner comme les membres responsables de la famille qui avait essayé d'aider un homme âgé à prendre des décisions financières judicieuses. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu l'obstacle qu'il devait surmonter. Avez-vous déjà réalisé en pleine conversation que votre propre famille planifiait quelque chose qui dévasterait quelqu'un que vous aimez? La sensation est comme de l'eau glacée dans vos veines, surtout quand vous réalisez qu'ils s'attendent à ce que vous les aidiez à le faire. Mardi matin, grand-père Harold n'est pas venu au café. À 6h30, j'étais vraiment inquiète. Il n'avait jamais manqué une matinée sans appeler, et son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. J'ai utilisé ma clé pour vérifier son appartement au-dessus du café, en l'appelant par son nom en montant les escaliers étroits. Je l'ai trouvé effondré dans sa chambre, conscient, mais incapable de se lever. Son visage était gris, et il respirait par petits halètements laborieux. « Claire, a-t-il murmuré, je crois que je fais une crise cardiaque. » Le trajet en ambulance jusqu'à l'hôpital Mount Si s'est déroulé dans un flou de sirènes et de terminologie médicale que je ne comprenais pas. Grand-père Harold m'a serré la main pendant que les ambulanciers travaillaient autour de nous, et je n'arrêtais pas de répéter « Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir », comme un mantra qui pourrait rendre cela vrai. Aux urgences, j'ai appelé mes parents et Bradley, laissant des messages vocaux frénétiques sur l'hôpital où nous étions et sur ce qui s'était passé. Puis je me suis assise sur la chaise inconfortable de la salle d'attente, portant toujours mon tablier taché de café, et j'ai essayé de ne pas penser à son apparence fragile, allongée sur cette civière d'ambulance. Bradley est arrivé le premier, vêtu de son uniforme d'avocat et portant sa mallette comme s'il se rendait à une réunion d'affaires plutôt qu'à une urgence familiale. « Comment va-t-il » a-t-il demandé en s'installant sur la chaise à côté de moi. « Ils font des examens. Le médecin a dit que c'était définitivement une crise cardiaque, mais ils doivent déterminer l'étendue des dommages. » Bradley a acquiescé en sortant son téléphone. « Je devrais appeler son médecin traitant, faire transférer ses dossiers médicaux. Savez-vous s'il a un testament biologique? » La question m'a semblé étrangement prématurée. Je ne crois pas. Nous n'avons jamais discuté de ce genre de choses. Eh bien, nous devrons aborder cela, ainsi que la procuration, les directives médicales, toutes les protections juridiques qu'une personne âgée devrait avoir en place. Mes parents sont arrivés 20 minutes plus tard, maman serrant son sac à main comme un bouclier et papa ayant l'air mal à l'aise dans l'environnement stérile de l'hôpital. Nous nous sommes assis ensemble dans cette affreuse salle d'attente, faisant une conversation guindée et prétendant que nous ne pensions pas tous à la mortalité. Le docteur Rodriguez a émergé après ce qui a semblé être des heures, mais n'a probablement duré que 45 minutes. Elle était jeune, d'apparence compétente, avec des yeux gentils qui avaient probablement annoncé de bonnes et de mauvaises nouvelles d'innombrables fois. « Monsieur Morrison est stable », a-t-elle commencé, et j'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois depuis que je l'avais trouvé. Il a subi une crise cardiaque modérée. Nous lui avons administré des médicaments pour améliorer le flux sanguin et prévenir d'autres complications. Quel est le pronostic, a demandé Bradley, déjà en mode avocat. Avec des soins appropriés et des modifications du mode de vie, il devrait pouvoir vivre confortablement pendant des années. Cependant, c'était un avertissement. Il aura besoin d'une surveillance régulière, d'une gestion des médicaments et de quelques ajustements à sa routine quotidienne. Papa s'est penché en avant. Quel genre d'ajustement? Réduire le stress, une activité physique plus légère, une meilleure gestion de l'alimentation, le genre de changement qui nécessite souvent le soutien de la famille ou une aide professionnelle.
J'ai vu Bradley et mes parents échanger des regards significatifs. C'était exactement l'ouverture qu'ils espéraient. Pouvons-nous le voir, ai-je demandé. Grand-père Harold avait l'air plus petit dans le lit d'hôpital, entouré de machines et de tubes, mais ses yeux étaient alertes quand nous sommes entrés, et il a esquissé un faible sourire quand il m'a vu. « As-tu bien fermé le café ?» a-t-il demandé, et j'ai failli me mettre à pleurer. « Ne t'inquiète pas pour le café, grand-père. J'ai tout géré. » Mes parents ont fait des bruits de préoccupation appropriés, demandant comment il se sentait et l'assurant qu'il s'était inquiété. Bradley se tenait au pied du lit, étudiant grand-père Harold avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Harold, a dit papa prudemment, le médecin a mentionné que tu auras besoin de quelques changements de style de vie. Nous voulons t'aider autant que possible. J'apprécie ça, David, mais je suis plus résistant que je n'en ai l'air. » Bien sûr que oui, a dit maman d'un ton apaisant. Mais peut-être que c'est le bon moment pour penser à te faciliter la vie. Moins de stress, moins de responsabilités. J'ai observé le visage de grand-père Harold alors qu'il assimilait ce qu'il disait vraiment. Sa mâchoire s'est légèrement contractée, le seul signe qu'il comprenait le sous-texte. Le café me garde jeune, a-t-il dit fermement. Ruth et moi avons construit quelque chose de spécial ici. Je ne suis pas prêt à abandonner ça. Personne ne te demande d'abandonner quoi que ce soit, a dit Bradley d'un ton suave. Nous explorons simplement des options qui pourraient te permettre de profiter de ta retraite sans les pressions quotidiennes de la gestion d'une entreprise. Grand-père Harold m'a regardé directement. Qu'en penses-tu, Claire ? Tous les regards se sont tournés vers moi. C'était le moment vers lequel ma famille s'était dirigée, le test de savoir de quel côté j'étais vraiment. Je pouvais sentir le regard expectant de Bradley, l'attention pleine d'espoir de mes parents, le poids de leur supposition collective que je les aiderais à le convaincre d'être raisonnable. Je pense, ai-je dit lentement, que tu devrais faire tout ce qui te rend le plus heureux. Si gérer le café te donne de la joie et un but, alors c'est ce qui compte. La déception sur les visages de ma famille a été immédiate et évidente. L'expression de Bradley s'est durcie. Maman avait l'air comme si je l'avais personnellement trahi. Claire, a dit papa sur un ton d'avertissement, je ne pense pas que tu prennes en compte tous les facteurs ici. Je prends en compte le seul facteur qui compte, ai-je répondu. Les souhaits de grand-père Harold. Grand-père Harold m'a serré la main. Merci, ma chérie. La tension dans la pièce était si forte qu'on pouvait la couper au couteau. Ma famille a passé encore 10 minutes à faire une conversation polie, mais le message sous-jacent était clair. J'avais choisi le mauvais camp, et il y aurait des conséquences. Alors que nous nous préparions à partir, Bradley s'est attardé près du lit de grand-père Harold. J'espère que tu penseras à ce dont nous avons parlé, Harold. La famille veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Je sais que oui, mon garçon, et j'apprécie ton inquiétude. Mais j'ai entendu quelque chose dans la voix de grand-père Harold qui m'a fait hésiter. Ce n'était pas de la gratitude ou de l'accord. C'était la politesse prudente de quelqu'un qui avait reconnu une menace et gagné du temps pour trouver comment réagir. En allant vers le parking, Bradley m'a rattrapé pendant que nos parents prenaient de l'avance. C'était une erreur, Claire, a-t-il dit doucement. Quelle était l'erreur ? L'encourager à garder ce café. Tu encourages un fantasme qui pourrait finir par lui faire du mal. Je soutiens son droit de prendre ses propres décisions. Bradley s'est arrêté de marcher. Ses propres décisions. Claire, il vient de faire une crise cardiaque. Il peut à peine gérer ses médicaments, et encore moins gérer une entreprise. Et tu nourris ses illusions parce que ça te fait te sentir utile. L'accusation m'a frappé comme une gifle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas ? Tu as joué à la poupée dans ce café pendant des mois, en prétendant l'aider alors qu'en réalité tu évites ta propre vie. Maintenant, tu es tellement investi dans ce petit fantasme que tu ne vois pas ce qu'il y a de mieux pour lui. Et ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est de vendre tout ce qu'il aime pour que tu puisses mettre la main sur l'héritage. Le visage de Bradley s'est glacé. Fais attention, Claire. Tu commences à devenir paranoïaque. Mais le regard dans ses yeux m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une stratégie. Et d'une manière ou d'une autre, je venais de me faire un ennemi. Grand-père Harold est rentré de l'hôpital 3 jours plus tard, armé de sacs de médicaments et d'une liste de restrictions qui aurait découragé un homme moins déterminé. Il était censé éviter le stress, limiter son activité physique et se rendre à des rendez-vous réguliers chez le cardiologue.
Ce qu'il a fait en réalité, c'est ouvrir Golden Morning à 5h30 du matin et commencer à faire du café comme si de rien n'était. Grand-père, ai-je protesté, le trouvant derrière le comptoir, ajustant les réglages de la machine à expresso. Tu es censé te reposer. C'est ça se reposer, a-t-il répondu avec un entêtement que j'avais hérité. Je suis assise plus souvent. Tu vois. Il a fait un geste vers le tabouret qu'il avait placé derrière la caisse enregistreuse. Les ordres du médecin sont suivis. Le compromis que nous avons trouvé était que je m'occuperais de toutes les tâches physiques, soulever, me pencher, tout ce qui demandait un effort physique pendant qu'il supervisait et s'occupait de la caisse enregistreuse. Ce n'était pas idéal, mais cela le maintenait engagé dans le travail qu'il aimait tout en protégeant son cœur en convalescence. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était comment ce nouvel arrangement affecterait nos conversations matinales. Claire, a-t-il dit pendant un moment de calme entre les clients, j'ai réfléchi à ce que ta famille a dit à l'hôpital. Mon estomac s'est contracté. Quoi à ce sujet? Ils n'ont pas tort au sujet des préoccupations pratiques. Cet endroit demande beaucoup de travail, et je ne rajeunis pas. Il s'est arrêté, étudiant mon visage. Mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas à propos de ce bâtiment. À propos de ce que ta grand-mère et moi avons construit ici. Que veux-tu dire? Grand-père Harold a jeté un coup d'œil autour du café, s'assurant que nous étions seuls. Puis il a sorti une enveloppe manie dessous la caisse enregistreuse. Ta grand-mère était brillante avec l'argent, Claire, bien plus que ce que quiconque lui accordait de crédit. Pendant que je me concentrais sur la préparation d'un excellent café, elle faisait d'excellents investissements. Il a ouvert l'enveloppe et m'a montré des documents que je n'avais jamais vus auparavant, des titres de propriété, des relevés d'investissement, des relevés bancaires datant de plusieurs décennies. La franchise Golden Morning n'était pas seulement rentable, elle était extraordinairement rentable. Quand nous avons vendu les autres emplacements, Ruth a insisté pour que nous gardions le produit des ventes dans des investissements à long terme plutôt que de le dépenser. Elle a dit que nous construisions quelque chose pour l'avenir. J'ai regardé fixement les chiffres sur les relevés d'investissement. Grand-père, ces montants sont bien plus importants que ce que quiconque réalise. Il a terminé, Y compris ta famille. Les implications étaient stupéfiantes. Si ces documents étaient exacts, grand-père Harold n'était pas le retraité en difficulté que ma famille imaginait. Il était tranquillement riche, assis sur des investissements valant des millions tout en vivant modestement et en versant son cœur dans un petit café de quartier. Pourquoi ne l'as-tu dit à personne, ai-je demandé. Parce que l'argent change les gens, Claire. Regarde comment ta famille agit en fonction de ce qu'elle pense que je vaux. Imagine comment elle se comporterait si elle connaissait la vérité. Un frisson m'a parcouru l'échine. Que veux-tu dire? Ton frère a posé des questions très précises sur mes finances. Tes parents n'arrêtent pas de parler de maison de retraite et de suggérer que j'ai besoin d'une gestion professionnelle de l'argent. Ils pensent que je suis un vieil homme confus qui a besoin d'être protégé de ses propres mauvaises décisions. J'ai pensé aux visites de Bradley, à ses questions pointues sur la valeur des propriétés et les revenus locatifs. Ils pensent que tu as besoin d'un tuteur. Exactement. Et les lois sur la tutelle sont écrites pour protéger les gens, mais elles peuvent aussi être manipulées par des membres de la famille qui pensent qu'ils savent mieux. La voix de grand-père Harold était sombre. J'ai vu ça arriver à des amis, des enfants adultes qui convainquent les tribunaux que leurs parents âgés sont incompétents, puis prennent le contrôle de leurs biens pour leur propre protection. Le café s'est soudainement senti plus petit, plus vulnérable. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'assurer que mes souhaits sont protégés, quoi qu'il m'arrive. Il a remis les documents dans l'enveloppe. Et je vais faire confiance à la seule personne de cette famille qui ne m'a jamais rien demandé. Avant que je puisse répondre, la cloche a sonné, et le détective Morrison est entré pour son café noir habituel. Mais au lieu de son grognement de salutation habituel, il s'est approché du comptoir avec détermination. Harold, a-t-il dit. Content de te revoir sur pied. Comment te sens-tu? Mieux de jour en jour. Merci de demander. Le détective Morrison m'a jeté un coup d'œil, puis est retourné vers grand-père Harold. Ça te dérange si je te parle? En privé? Ils se sont déplacés vers la table du coin, parlant à voix basse pour que je ne puisse pas les entendre. J'ai essayé de me concentrer sur le nettoyage de la machine à expresso, mais leur langage corporel était sérieux, urgent. Le détective Morrison prenait des notes dans un petit carnet, et grand-père Harold parlait avec le genre d'intensité habituellement réservé aux conversations importantes.
Après 10 minutes, ils se sont serrés la main, et le détective Morrison s'est approché du comptoir pour payer son café. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Juste en train de rattraper le temps perdu avec un vieil ami », a-t-il répondu, mais ses yeux contenaient un avertissement. « Prends soin de toi, Claire, et garde les yeux ouverts. » Après son départ, grand-père Harold est retourné à son tabouret derrière la caisse enregistreuse. Il avait l'air fatigué mais déterminé. « De quoi s'agissait-il ?» ai-je demandé. « Assurance ?» a-t-il dit simplement. Le genre qui protège contre plus que le feu et le vol. Le reste de la matinée s'est déroulé tranquillement, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que des forces se déplaçaient autour de nous, que des décisions étaient prises par des gens qui pensaient que nous étions impuissants à les arrêter. Pendant le creux du déjeuner, grand-père Harold a sorti une carte de visite et me l'a tendue. « J'ai besoin que tu appelles cette avocate et que tu prennes rendez-vous pour la semaine prochaine. Dis-lui que Harold Morrison t'a recommandé et que c'est urgent. » J'ai regardé la carte. Margaret Chen, avocate spécialisée dans la planification successorale. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Je m'assure que quand je serai parti, la bonne personne héritera de ce que Ruth et moi avons construit ensemble. Ses yeux ont croisé les miens. La personne qui aime cet endroit comme nous l'aimions. La personne qui n'a jamais demandé ce que ça pourrait valoir pour elle. Mon téléphone a vibré avec un texto de Bradley. Déjeuner demain? Besoin de discuter du plan de soins de grand-père. En regardant ce message, puis la carte de visite dans ma main, j'ai réalisé que nous étions dans une course. Ma famille planifiait quelque chose, et grand-père Harold planifiait quelque chose de complètement différent. Un seul d'entre nous pouvait gagner. Le cabinet d'avocats de Margaret Chen était tout ce que celui de Bradley n'était pas, chaleureux, accueillant, avec des photos de famille sur son bureau et des chaises confortables qui ne ressemblaient pas à des instruments d'intimidation. Elle a écouté attentivement pendant que grand-père Harold expliquait sa situation, prenant occasionnellement des notes et posant des questions de clarification. Donc, vous voulez vous assurer que votre succession revienne à votre petite-fille malgré les contestations potentielles des autres membres de la famille, a-t-elle résumé. Plus que ça, a dit grand-père Harold, je veux m'assurer qu'elle a les ressources nécessaires pour lutter contre les contestations judiciaires qu'il pourrait intenter, et je veux la protéger du sentiment de culpabilité à ce sujet. Margaret Chen m'a regardé. Claire, comprenez-vous ce que votre grand-père envisage? J'ai jeté un coup d'œil à grand-père Harold, puis je suis revenu à l'avocate. Je crois que oui, mais j'ai besoin de savoir. Ma famille prévoit-elle vraiment de contester ses volontés sur la base de son comportement et de ses questions? Grand-père Harold a dit tristement, je crois que oui. Ils ont déjà commencé à monter un dossier selon lequel je ne suis pas compétent pour prendre des décisions financières. Margaret Chen a acquiescé. Malheureusement, c'est plus courant que les gens ne le pensent. Les enfants adultes se persuadent parfois qu'ils protègent leurs parents âgés alors qu'ils poursuivent en réalité leurs propres intérêts. Elle a exposé les protections juridiques disponibles, un testament complet avec un langage spécifique sur la compétence mentale, une fiducie révocable qui transférerait les biens immédiatement à son décès, des directives médicales qui énoncent clairement ses souhaits concernant les soins de fin de vie. Plus important encore, une documentation détaillée de son état mental actuel et de sa capacité de prise de décision. J'aurai besoin de témoins qui peuvent témoigner de votre compétence, a-t-elle expliqué, des personnes qui interagissent avec vous régulièrement et peuvent parler de votre clarté mentale. Le détective Morrison a pris note de nos conversations. Grand-père Harold a dit qu'il a vu comment Bradley et mon beau-fils se comportent quand ils visitent le café. Margaret Chen a pris note. C'est excellent. Les agents de police sont des témoins crédibles lors des audiences de compétences. Au cours de l'heure suivante, nous avons passé en revue chaque détail des souhaits de grand-père Harold. Le bâtiment du café et l'entreprise me reviendraient, ainsi que le portefeuille d'investissement qui financerait son exploitation et son expansion. Il y avait des legs spécifiques pour mes parents, suffisamment généreux, mais pas assez pour les rendre riches. Bradley recevrait exactement $1 et une note manuscrite expliquant pourquoi, la note est cruciale. Margaret Chen a expliqué que cela montre qu'il ne s'agissait pas d'un oubli, mais d'une décision délibérée basée sur son comportement. Alors que nous nous apprêtions à partir, elle m'a tendu un dossier épais. Ce sont des copies de tout. Gardez-les en lieu sûr, quelque part où votre famille ne peut pas y accéder. Et, Claire, elle m'a regardé sérieusement, soyez prête à ce que cela devienne moche. Lorsque les gens découvrent qu'ils n'héritent pas de ce qu'ils attendaient, ils peuvent devenir très créatifs pour contester les testaments. Le retour au café en voiture a été silencieux.
Je voyais que grand-père Harold était épuisé par le poids émotionnel de la planification de sa propre mort. « Penses-tu que je suis injuste ?» a-t-il demandé alors que je me garais derrière le bâtiment. « Je pense que tu es réaliste », ai-je répondu. « Ils t'ont montré exactement qui ils sont. Ça me brise le cœur, tu sais. J'aime tes parents, et malgré tout, j'aime Bradley aussi. Mais l'amour ne signifie pas autoriser un comportement qui détruirait tout ce que Ruth et moi avons construit. » Ce soir-là, j'ai appelé l'avocate que Margaret Chen m'avait recommandée personnellement, quelqu'un qui pourrait représenter mes intérêts si la famille contestait le testament. La conversation a été sobre. Les contestations de succession peuvent s'éterniser pendant des années, a-t-il averti. Elles sont coûteuses, épuisantes émotionnellement, et elles déchirent souvent les familles de façon permanente. Êtes-vous prête à cette possibilité? J'ai pensé au sourire condescendant de Bradley, à l'attitude méprisante de mes parents envers les souhaits de grand-père Harold, à la façon dont ils avaient tous supposé que je les aiderais à le manipuler. Je suis prête à honorer les souhaits de mon grand-père, ai-je dit. Mon téléphone a sonné dès que j'ai raccroché. C'était Bradley. Claire, nous devons parler demain, déjeuner, à cet endroit près de ton appartement. C'est au sujet des futurs soins de grand-père. Qu'en est-il de ces futurs soins? Je t'expliquerai demain. Mais Claire, c'est sérieux. Nous avons consulté des spécialistes des soins aux personnes âgées, et il y a certaines choses que tu dois comprendre au sujet de son état. L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre. J'ai fixé mon téléphone, me demandant quels spécialistes ils avaient consulté et à quelles conclusions ils étaient parvenus concernant l'état mental de grand-père Harold. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à l'avertissement de Margaret Chen selon lequel les contestations de succession deviennent moches et aux conseils énigmatiques du détective Morrison de garder les yeux ouverts. J'ai pensé au dossier de documents juridiques cachés dans mon appartement, et au dîner de famille où mes propres proches m'avaient demandé de les aider à manipuler un homme âgé. Surtout, j'ai pensé à la question de grand-père Harold, penses-tu que je suis injuste? La réponse était non. Mais juste et facile étaient deux choses très différentes. Et quelque chose me disait que la partie facile de cette histoire était terminée. Le lendemain matin, au Golden Morning, grand-père Harold semblait différent, plus alerte, plus déterminé. Il se déplaçait dans le café avec détermination, redressant les photographies et ajustant la disposition des chaises comme s'il se préparait à quelque chose d'important. Grande journée en perspective, ai-je demandé. D'une certaine manière, a-t-il répondu. Aujourd'hui, nous commençons à riposter. J'allais demander ce qu'il voulait dire quand la cloche a sonné. Mais au lieu de nos clients matinaux habituels, deux personnes en costume coûteux sont entrées, une femme avec une mallette et un homme avec un dossier d'apparence officielle. Monsieur Harold Morrison, a demandé la femme. C'est moi. Je suis le docteur Sarah Williams, et voici Monsieur James Parker des services de protection des adultes. Nous avons reçu des préoccupations concernant votre bien-être et votre capacité à vivre de façon indépendante. Mon sang s'est glacé. Ils avaient fait leur mouvement, et la guerre pour la vie de grand-père Harold avait officiellement commencé. Le docteur Williams a ouvert sa mallette avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cela d'innombrables fois auparavant. Monsieur Morrison, nous sommes ici pour mener une évaluation du bien-être basée sur les préoccupations soulevées par votre famille concernant votre capacité mentale et votre situation de vie. J'ai observé attentivement le visage de grand-père Harold. Au lieu de la confusion ou de la panique que ma famille attendait probablement, j'ai vu quelque chose de complètement différent, une préparation calme. Bien sûr, a-t-il dit agréablement, bien que je doive mentionner que mon avocate m'a prévenu que cela pourrait arriver. Margaret Chen, vous pouvez vérifier ma représentation légale si nécessaire. L'assistant social, Monsieur Parker, a semblé surpris. Vous avez retenu les services d'un avocat? Un homme de mon âge serait insensé de ne pas protéger ses intérêts, vous ne trouvez pas? Surtout quand des membres de la famille ont posé des questions inhabituelles sur mes finances et ont suggéré que je suis incompétent pour gérer mes propres affaires. Le docteur Williams a sorti une tablette. Nous devrons effectuer quelques évaluations cognitives et discuter de votre situation de vie quotidienne. Pouvez-vous me dire quel jour nous sommes? Pendant les 30 minutes suivantes, grand-père Harold a répondu à chaque question avec une précision pointue, date, heure, président actuel, problème de mathématiques simples, test de rappel de mémoire. Il a expliqué sa routine quotidienne, son calendrier de médication, ses opérations commerciales avec la clarté de quelqu'un qui avait la moitié de son âge. Et vous dirigez cet établissement seul, a demandé le docteur Williams.
avec l'aide de ma petite fille, qui aide volontairement parce qu'elle se soucie de la préservation de notre héritage familial? Je vois. Et les membres de votre famille qui nous ont contactés ont exprimé leur inquiétude quant au fait que vous êtes influencé ou manipulé par Claire? Grand-père Harold a en fait gloussé. Docteur, en 6 mois de travail ici, Claire ne m'a jamais demandé d'argent, n'a jamais suggéré de modification à mon testament, ni ne m'a fait pression pour prendre des décisions financières. Peut-on en dire autant des membres de la famille qui ont initié cette évaluation? Monsieur Parker s'est agité inconfortablement. Monsieur, nous ne faisons que suivre le protocole. Bien sûr que vous le faites, et j'apprécie votre diligence dans la protection des citoyens âgés. La voix de grand-père Harold est restée agréable, mais j'aimerais savoir spécifiquement quelles préoccupations ont été soulevées et par qui. Le docteur Williams a consulté ses notes. Le rapport indique que vous avez fait preuve de confusion, pris de mauvaises décisions financières et que vous êtes potentiellement exploité par quelqu'un qui a accès à votre entreprise. Intéressant. Pourriez-vous me dire quand ces observations ont été faites et qui les a faites? La question est restée en suspens. Je pouvais voir que les 2 fonctionnaires réalisaient que leurs informations étaient au mieux de seconde main. Nous devrons interroger d'autres parties, a finalement dit le docteur Williams, y compris votre petite fille. Claire s'occupe de cette entreprise et de moi sans compensation depuis des mois, a dit grand-père Harold. Si c'est de l'exploitation, alors j'ai été le bénéficiaire de l'exploitation la plus généreuse de l'histoire. Après leur départ, promettant de revenir avec des questions de suivi, grand-père Harold et moi sommes restés assis dans un silence stupéfait. Comment savais-tu que ça allait arriver, ai-je demandé. Le détective Morrison m'a prévenu. Apparemment, ton frère a posé des questions dans le quartier au sujet de mon état mental déclinant, construisant un dossier. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Bradley, déjeuner annulé. Urgence familiale. On t'appelle plus tard. J'ai montré le message à grand-père Harold. Il sait que l'évaluation ne s'est pas déroulée comme il l'avait prévu. Ce n'est que le début, Claire. Ils essaieront d'autres approches. Il avait raison. Au cours des jours suivants, la stratégie de ma famille est devenue claire. Maman a commencé à appeler régulièrement le café, ostensiblement pour prendre des nouvelles de grand-père Harold, mais en réalité pour poser des questions suggestives sur sa santé et sa prise de décision. Papa est passé avec des brochures sur les établissements de vie assistée, soulignant à quel point il serait plus en sécurité et plus à l'aise avec des soins professionnels. L'approche de Bradley était plus directe. Il est arrivé jeudi après-midi avec une mallette remplie de documents. Harold, a-t-il dit, s'installant dans une chaise comme s'il menait une réunion d'affaires, j'ai fait des recherches sur tes options de gestion financière et de planification successorale. Il y a des lacunes préoccupantes dans tes arrangements actuels. Grand-père Harold a levé les yeux du café qu'il préparait. Quel genre de lacunes? Eh bien, par exemple, tu n'as pas de procuration désignée. Si quelque chose t'arrive médicalement, personne n'a l'autorité légale pour gérer tes affaires. Je vois. Et tu te portes volontaire pour cette responsabilité? Je pense qu'il est logique que quelqu'un ayant une expertise juridique s'occupe de ces questions. J'ai rédigé des documents qui me donneraient une procuration limitée juste pour les décisions financières et médicales si tu deviens incapable. J'ai regardé cet échange avec une horreur croissante. Bradley essayait d'amener grand-père Harold à renoncer volontairement à son autonomie. C'est très attentionné, a dit grand-père Harold avec douceur. Mais je devrais probablement faire examiner tous les documents juridiques par mon propre avocat avant de les signer. Margaret Chen est très minutieuse à ce sujet. La mâchoire de Bradley s'est resserrée presque imperceptiblement. Bien sûr, bien que je doive mentionner que Margaret Chen n'est pas vraiment une experte en droit des aînés. Tu pourrais vouloir quelqu'un avec une expérience plus spécialisée. Drôle de chose à ce sujet, a répondu grand-père Harold, toujours concentré sur la machine à café. Margaret Chen pratique le droit des aînés depuis 15 ans. Elle a remporté de nombreux cas protégeant les clients âgés de l'exploitation familiale. J'ai fait mes recherches assez minutieusement. La température dans le café a semblé baisser de 10 degrés. Bradley a réalisé qu'il avait sous-estimé son adversaire. Harold, j'espère que tu n'es pas influencé par des personnes qui n'ont peut-être pas tes meilleurs intérêts à cœur. Tu veux dire comme les membres de la famille qui veulent que je signe des documents juridiques leur donnant le contrôle sur mes actifs? Grand-père Harold s'est retourné et son expression n'était plus douce. Bradley, je te connais depuis que tu as 5 ans. Je t'ai vu grandir, j'ai soutenu ton éducation, j'ai célébré tes succès, mais ce que tu essaies de faire maintenant n'est pas de l'amour. C'est de l'avidité.
Bradley s'est levé, le visage rouge. Ce n'est pas juste. Nous sommes inquiets pour toi. Non, tu t'inquiètes pour l'héritage. Il y a une différence. Très bien, a rétorqué Bradley, son masque tombant finalement. Mais tu devrais savoir que si tu continues sur cette voie, si tu continues à écouter des gens qui te manipulent manifestement, cette famille fera tout ce qu'il faut pour te protéger de ton propre mauvais jugement. Est-ce une menace? C'est une promesse. Bradley a ramassé ses documents et est parti sans un mot de plus. La cloche a sonné derrière lui avec une violence inhabituelle. Eh bien, a dit grand-père Harold, retournant à la préparation de son café, maintenant nous savons où nous en sommes. Ce soir-là, Margaret Chen a appelé avec une mise à jour. J'ai reçu un avis que votre famille a demandé une audience de compétence. Ils affirment que vous êtes exploité financièrement et que vous avez besoin d'un tuteur nommé par le tribunal. Mon estomac s'est serré. Quand? Dans 2 semaines. Mais Claire, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce genre d'action juridique réussit souvent même lorsque la personne âgée est complètement compétente. Les juges sont prudents lorsque les membres de la famille expriment des inquiétudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons être prêts à la possibilité que ton grand-père perde le contrôle légal de sa propre vie. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, à votre avis? Un homme âgé peut-il lutter contre la tentative de sa propre famille de le contrôler? Ou l'amour et la manipulation l'emporteront-ils sur la justice? Déposez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. L'audience de compétence était prévue pour un mardi matin au tribunal de la famille, dans une salle stérile qui sentait le nettoyant industriel et les rêves brisés. Grand-père Harold était assis à côté de Margaret Chen à la table du défendeur. Et oui, c'est ce que ça faisait, un procès où aimer votre petite fille et vouloir contrôler votre propre vie étaient devenus des crimes. De l'autre côté de l'allée, Bradley était assis avec son avocate, une femme à l'air vif nommée Patricia Hawthorne, spécialisée dans le droit des aînés. Derrière eux, mes parents avaient l'air mal à l'aise mais déterminés, comme des gens qui s'étaient convaincus qu'ils faisaient ce qu'il fallait, même si c'était complètement faux. Le juge Morrison, sans lien de parenté avec le détective Morrison malheureusement, était un homme fatigué dans la soixantaine qui avait probablement vu toutes les variations de l'avidité familiale déguisées en inquiétude. Il s'agit d'une requête en tutelle de Harold Morrison, commença-t-il, déposée par des membres de la famille exprimant des inquiétudes quant à sa capacité mentale et sa susceptibilité à l'exploitation financière. Madame Hawthorne s'est levée en premier. Votre honneur, les pétitionnaires aiment tendrement Monsieur Morrison, mais ils ont observé des changements préoccupants dans son comportement et son jugement. Il a été manipulé pour prendre des décisions qui ne sont pas dans son meilleur intérêt, notamment en refusant des opportunités commerciales rentables et en permettant à une personne non formée de gérer ses affaires financières. Elle a présenté son cas méthodiquement. La récente crise cardiaque de grand-père Harold a prouvé son déclin de santé. Son refus d'envisager une vie assistée a montré un mauvais jugement. Sa dépendance à moi pour les opérations commerciales a démontré une capacité diminuée. Elle avait même une évaluation psychologique d'un médecin qui l'avait interviewé pendant 30 minutes et avait conclu qu'il montrait des signes de légère déficience cognitive. De plus, a poursuivi Madame Hawthorne, M. Morrison a récemment apporté des modifications importantes à sa planification successorale. Des modifications qui profitent inexplicablement à une petite fille tout en excluant d'autres membres de la famille qui ont exprimé des inquiétudes légitimes quant à son bien-être. Quand ce fut le tour de Margaret Chen, elle s'est levée avec la confiance de quelqu'un qui avait mené cette bataille à plusieurs reprises. Votre honneur, c'est exactement le genre de cas que le droit des aînés existe pour prévenir. Les enfants adultes qui veulent le contrôle des actifs d'un parent âgé se sont convaincus que l'amour justifie la manipulation juridique. Elle a appelé le détective Morrison comme notre premier témoin. Il a témoigné de ses interactions quotidiennes avec grand-père Harold, de ses observations de la dynamique familiale et de son évaluation professionnelle de qui essayait vraiment d'exploiter qui. D'après mon expérience, a dit le détective Morrison, les gens qui sont sincèrement préoccupés par le bien-être d'une personne âgée ne commencent pas par essayer d'obtenir le contrôle légal de leurs actifs. Ils commencent par passer du temps avec eux, comprendre leurs souhaits et soutenir leur autonomie. Le docteur Williams des services de protection des adultes a témoigné ensuite, et son évaluation a été dévastatrice pour le cas de ma famille. Monsieur Morrison a fait preuve d'une clarté mentale complète lors de notre évaluation. Ses réponses étaient précises, son raisonnement était sain et sa compréhension de sa situation était remarquablement sophistiquée. Je n'ai trouvé aucune preuve de déficience cognitive ou de susceptibilité à la manipulation.
Mais le témoignage le plus puissant est venu de Madame Patterson, notre cliente régulière qui venait au Golden Morning depuis 3 ans. Harold est vif comme l'éclair, a-t-elle dit fermement. Il se souvient de ma commande de café, demande des nouvelles de mes petits-enfants par leur nom et donne les conseils les plus sensés sur tout, des finances aux relations. Pendant ce temps, son fils et son petit-fils le traitent comme s'il était un vieil homme confus qui ne peut pas lasser ses propres chaussures. C'est honteux. Lorsque grand-père Harold a témoigné, il était magnifique. Votre honneur, a-t-il dit. Je gère mes propres affaires depuis 82 ans. J'ai bâti une entreprise prospère, élevé une famille et accumulé des actifs grâce à une planification minutieuse et un travail acharné. La seule chose qui a changé, c'est que certains membres de la famille ont réalisé que je pourrais laisser mon argent à quelqu'un qui m'aime vraiment plutôt qu'à quelqu'un qui me voit comme un régime de retraite. Le juge Morrison s'est penché en avant. M. Morrison, pouvez-vous expliquer votre raisonnement derrière vos récentes décisions de planification successorale? Certainement. Ma petite fille Claire a passé 6 mois à prendre soin de moi et de mon entreprise sans rien demander en retour. Elle s'est présentée tous les matins, à aider aux tâches que je ne peux plus gérer facilement et à traiter le travail de ma vie avec respect et amour. Pendant ce temps, d'autres membres de la famille ont passé les mêmes 6 mois à essayer de me convaincre que je suis incompétent afin qu'ils puissent vendre mon café et me mettre dans une maison de retraite. Il a fait un geste vers Bradley et mes parents. Ils appellent ça de l'amour, mais l'amour n'implique pas de tromper les services sociaux ou d'embaucher des avocats pour me dépouiller de mes droits légaux. L'amour respecte les souhaits de la personne, même lorsque ces souhaits sont financièrement gênants. Madame Hawthorne a essayé de déstabiliser son témoignage lors du contre-interrogatoire, mais grand-père Harold était imperturbable. Il a répondu clairement à chaque question, a démontré une parfaite remémoration des détails financiers et a calmement expliqué son raisonnement pour chaque décision qu'ils ont remise en question. Monsieur Morrison, a-t-elle dit finalement, ne pensez-vous pas qu'il est préoccupant que vous laissiez la majorité de votre succession à quelqu'un qui travaille pour vous tous les jours? Cette relation ne crée-t-elle pas un conflit d'intérêts, Madame Hawthorne? Grand-père Harold a répondu, Claire ne travaille pas pour moi. Elle travaille avec moi par choix sans compensation parce qu'elle aime ce que nous avons construit ensemble. Si cela crée un conflit d'intérêts, alors chaque parent qui laisse de l'argent à un enfant attentionné se livre à une impropriété financière. Le juge a ordonné une suspension de séance, et nous avons attendu dans le couloir pendant qu'il délibérait. Bradley faisait les 100 pas près des fenêtres, conférant occasionnellement avec son avocate en chuchotement passionné. Mes parents étaient assis raides sur un banc, semblant commencer à réaliser qu'ils avaient fait une terrible erreur. Comment penses-tu que ça s'est passé? Ai-je demandé à Margaret Chen. Mieux que prévu, a-t-elle répondu. Le juge Morrison a semblé sceptique quant à leurs affirmations dès le début. Mais on ne sait jamais comment ces choses vont se terminer. Lorsque nous sommes retournés dans la salle d'audience, l'expression du juge Morrison était sévère. Après avoir examiné tous les témoignages et preuves, ce tribunal ne trouve aucune base pour la nomination d'un tuteur pour Harold Morrison. Monsieur Morrison a démontré une compétence mentale complète et un raisonnement sain pour ses décisions. Cette requête semble être motivée davantage par les attentes financières des membres de la famille que par une véritable inquiétude pour le bien-être de Monsieur Morrison. Le soulagement était immense. Grand-père Harold me serra la main et j'ai vu des larmes dans ses yeux. De plus, le juge Morrison a poursuivi, ce tribunal est préoccupé par la coordination apparente entre les membres de la famille pour présenter Monsieur Morrison comme incompétent alors que les preuves suggèrent le contraire. De tels actes peuvent constituer de la maltraitance envers les personnes âgées en vertu de la loi de l'État. Bradley pâlit. Mes parents semblaient malades. Monsieur Morrison, vous êtes libre de continuer à gérer vos propres affaires sans ingérence. Ce tribunal notera dans ses registres que toute requête future concernant votre compétence devra être examinée avec un scepticisme extrême. Sortir de ce palais de justice ressemblait à une victoire, mais c'était un triomphe creux. Nous avions gagné la bataille juridique, mais la guerre nous avait coûté notre famille. Sur le parking, mes parents s'approchèrent avec hésitation. Harold, dit papa, nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Mais elles sont allées aussi loin, David. Tu as essayé de me faire déclarer incompétent parce que tu n'aimais pas mes décisions concernant ma propre vie. Maman pleurait. Nous étions inquiets pour toi. Non, vous étiez inquiets pour l'héritage. Il y a une différence. Bradley se tenait à l'écart de ses parents, le visage masqué d'une froide fureur. Il avait perdu plus qu'une affaire judiciaire. Il avait perdu sa future sécurité financière escomptée.
Ce n'est pas fini, dit-il calmement en nous croisant. Si, c'est fini, répondit grand-père Harold. Pour toi, c'est complètement fini. Ce soir-là, de retour à Golden Morning, grand-père Harold et moi étions assis dans notre coin préféré, partageant une part de tarte aux pommes et essayant de comprendre ce qui s'était passé. « Est-ce que tu regrettes ?» ai-je demandé. « Perdre ta famille à cause de ça, Claire ?» Je n'ai pas perdu ma famille. J'ai découvert que je n'avais jamais vraiment eu la famille que je croyais avoir. Il fit une pause, remuant son café pensivement. Mais je t'ai toujours, et c'est suffisant. Je ne le savais pas alors, mais ce serait notre dernière soirée tranquille ensemble. 3 semaines après l'audience au tribunal, grand-père Harold ne s'est pas réveillé. Je l'ai trouvé paisible dans son lit, ses flacons de médicaments soigneusement rangés sur la table de chevet, une lettre portant mon nom placée bien en évidence sur sa commode. Le médecin a dit que son cœur avait simplement lâché pendant son sommeil, la fin la plus douce possible pour quelqu'un qui s'était battu si fort pour vivre selon ses propres conditions. Mais la douceur et le chagrin ne s'annulent pas mutuellement. Je me suis assise dans cet appartement au-dessus du café où il avait passé ces dernières années et j'ai pleuré pour tout ce que nous avions perdu et tout ce que nous n'aurions jamais. Sa lettre était brève mais claire. Claire, au moment où tu liras ceci, la deuxième phase de cette bataille commencera. Mon testament est inattaquable, mais cela ne les empêchera pas d'essayer. Utilise les ressources que je t'ai laissées pour les combattre correctement. Le café est à toi, mais plus important encore, la liberté de choisir ta propre vie est à toi. Ne laisse personne te l'enlever. Avec amour, grand-père Harold. Les funérailles ont été une affaire tendue. Ma famille était présente, bien sûr, mais ils étaient assis au fond de la petite chapelle tandis que j'étais assise au premier rang avec Madame Patterson, le détective Morrison et les autres personnes qui avaient réellement connu et aimé Harold Morrison. Le pasteur a parlé d'un homme qui avait construit quelque chose de beau avec sa femme et qui avait eu le courage de le protéger, même contre sa propre famille. Bradley et mes parents ne m'ont pas parlé pendant la cérémonie, mais j'ai senti leurs yeux sur mon dos pendant toute la durée de la cérémonie. Ils préparaient quelque chose. Je pouvais sentir les rouages tourner alors qu'ils calculaient leur prochain mouvement. La lecture du testament était prévue pour la semaine suivante. Margaret Chen avait insisté pour la faire dans son bureau plutôt que dans un endroit où ma famille se sentirait plus à l'aise pour contester. Quand mardi est arrivé, nous nous sommes réunis dans sa salle de conférence comme des armées opposées se préparant à la bataille. Margaret Chen a ouvert la séance avec une formalité professionnelle. Nous sommes ici pour la lecture du testament d'Harold Morrison, dûment attesté et notarié. Elle a commencé par les legs les plus modestes. $10 000 chacun à Madame Patterson et au détective Morrison pour leur amitié et leur loyauté. $50 000 chacun à mes parents en reconnaissance de leur rôle dans l'éducation de Claire pour en faire le genre de personne qui mérite cet héritage. Puis vint le legs de Bradley, à mon petit-fils, Bradley Morrison, je laisse la somme de $1 et ce message, tu as eu toutes les occasions de gagner mon respect et ma confiance. Au lieu de cela, tu as choisi la cupidité plutôt que l'amour, la manipulation plutôt que l'honnêteté. J'espère qu'un jour tu comprendras la différence. Le visage de Bradley est devenu rouge, puis blanc, puis de nouveau rouge. C'est insensé. Il n'était manifestement pas compétent lorsqu'il a écrit ceci. Monsieur Morrison, dit calmement Margaret Chen, nous venons littéralement d'avoir une audience au tribunal qui a établi la pleine compétence mentale de votre grand-père. Souhaitez-vous contester une décision juridique prise il y a 3 semaines? Elle continua à lire. L'immeuble du café, l'entreprise et le portefeuille d'investissement d'une valeur d'environ $6 millions me reviendraient, ainsi que la maison familiale au bord du lac que tout le monde pensait avoir été vendue il y a des années. De plus, Margaret Chen a lu, Harold Morrison a créé un fonds fiduciaire d'1 million spécifiquement pour défendre ce testament contre toute contestation judiciaire. Claire Morrison ne doit reculer devant aucune dépense pour protéger son héritage des membres de sa famille qui croient mériter ce qu'ils n'ont jamais gagné. La salle a explosé. Mes parents ont exigé de savoir comment Harold avait accumulé autant de richesses sans en parler à personne. Bradley a menacé de tout contester et m'a accusé d'avoir manipulé un homme âgé vulnérable. Tout au long de cette épreuve, je suis restée assise tranquillement, me rappelant les paroles de grand-père Harold sur la grâce sous pression. « Avez-vous fini ?» ai-je demandé lorsque leurs cris ont finalement diminué. « Claire, » dit maman, des larmes coulant sur son visage. « Tu ne peux pas sérieusement penser que c'est ce qu'Harold aurait voulu. Diviser la famille comme ça. » Maman, la famille s'est divisée elle-même. Grand-père Harold a juste reconnu ce qui s'était déjà passé.
Papa se pencha en avant désespérément. Pense irrationnellement. Tu ne peux absolument pas gérer tous ces actifs seul. Tu as besoin du soutien de la famille, de conseils financiers. Point des mêmes personnes qui ont essayé de le faire déclarer incompétent. Je me suis levé, surprise par le calme que je ressentais. Papa, je n'ai pas besoin de tes conseils financiers. J'ai besoin que tu respectes les décisions d'un homme que tu prétends aimer. Bradley a finalement explosé. C'est ridicule. Tu as manipulé un vieil homme malade pour qu'il modifie son testament. Je vais contester ça et je vais prouver que tu l'as contraint. Avec quelle preuve, ai-je demandé. Le tribunal a déjà déterminé qu'il était parfaitement compétent. Le détective Morrison a documenté vos tentatives de manipulation. Le docteur Williams a témoigné qu'il ne montrait aucun signe de déficience cognitive. Que allez-vous exactement contester? Margaret Chen est intervenue. Monsieur Bradley Morrison, je dois vous informer que contester ce testament serait coûteux et long, avec très peu de chances de succès. Votre grand-père avait anticipé cette possibilité et s'était préparé en conséquence. Elle tendit à Bradley un dossier épais. Ce sont des dépositions de 12 témoins qui interagissaient régulièrement avec votre grand-père. Des relevés bancaires montrant qu'il gérait ses propres finances avec compétence. Des dossiers médicaux confirmant sa clarté mentale, et des enregistrements de conversations où vous et vos parents discutiez des stratégies pour le convaincre de vendre sa propriété. Le visage de Bradley devint gris cendré. Enregistrement? Votre grand-père était plus féru de technologie que vous ne le réalisiez. Il a installé un système de sécurité dans le café après que vous ayez commencé à le visiter régulièrement. La voix de Margaret Chen était factuelle. Tout est parfaitement légal et admissible au tribunal. Le combat le quitta d'un seul coup. Mes parents avaient l'air dévastés, non seulement par l'argent qu'ils avaient perdu, mais aussi par la réalisation que leurs propres paroles avaient été capturées, que leurs conversations privées révélaient des motivations qu'ils avaient essayé de cacher même à eux-mêmes. Pourquoi, murmura maman. Pourquoi nous ferait-il ça? Il ne vous a rien fait, ai-je répondu calmement. Il a fait des choix concernant sa propre vie et son propre argent. Le fait que ces choix ne vous profitent pas ne les rend pas mauvais. Alors que ma famille sortait de la salle de conférence, vaincue et amère, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas un triomphe, mais de la tristesse. Cette victoire m'avait coûté l'illusion que nous étions une famille aimante qui se soutiendrait dans les moments difficiles. Mais elle m'avait aussi donné quelque chose d'inestimable, la liberté de construire la vie que je voulais, entouré de personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais plutôt que pour ce que je pouvais leur apporter. Margaret Chen m'a remis les clés de tout ce que grand-père Harold avait construit. Qu'est-ce que vous allez faire en premier? J'ai pensé au plan que j'avais secrètement élaboré, aux rêves que j'avais eu peur d'exprimer alors que ma famille me traitait comme leur servante personnelle. Je vais construire quelque chose de beau, ai-je dit. Quelque chose qui rendrait mes deux grands-parents fiers. Et pour la première fois de ma vie, j'avais les ressources nécessaires pour que cela se réalise. 6 mois après avoir hérité de l'empire de grand-père Harold, j'ai appris qu'avoir de l'argent ne résout pas automatiquement les problèmes. Cela crée juste des problèmes de meilleure qualité à résoudre, comme découvrir que le Small Corner Café était en fait livré avec un bien immobilier commercial d'une valeur de 4 millions de dollars, ou réaliser que le portefeuille d'investissement comprenait des actions dans des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler mais qui en possédaient apparemment des parts importantes. La plus grande surprise est venue lorsque j'ai exploré la maison au bord du lac que tout le monde pensait avoir été vendue. Ce n'était pas juste une maison, c'était un ensemble. Grand-père Harold et grand-mère Ruth avaient discrètement assemblé 23 acres de terrain au bord du lac, avec la ferme d'origine, un chalet d'hôte et suffisamment de terrain pour les projets d'expansion que j'ai trouvés dans l'écriture soignée de Ruth. Elle voulait créer un centre de retraite, m'a expliqué Margaret Chen, en me montrant les plans d'affaires détaillés que Ruth avait élaborés dans les années 1980, un endroit où les familles pourraient se reconnecter, où les gens pourraient apprendre des compétences traditionnelles comme la cuisine et le jardinage. Elle avait des idées très précises sur la construction communautaire. Lire les notes de grand-mère Ruth, c'était comme recevoir des messages d'outre-tombe. Elle avait imaginé exactement ce que je prévoyais de faire avec la marque Golden Morning, créer des espaces où les gens se sentent valorisés, soutenus et véritablement pris en charge. Le café modernisé avait rouvert ses portes il y a 3 mois, et les changements étaient spectaculaires. J'avais gardé tout ce qui le rendait spécial, le coin où grand-père Harold et grand-mère Ruth avaient eu leur premier rendez-vous, les chaises dépareillées qui faisaient se sentir comme chez soi, la chaleur qui transformait les inconnus en habitués. Mais j'avais aussi ajouté du matériel professionnel, élargi le menu pour inclure les recettes originales de Ruth,
et créer une atmosphère à la fois nostalgique et fraîche. Le compte Instagram que j'avais lancé comme une expérience comptait maintenant 40 000 followers qui venaient pour le café mais restaient pour les histoires. J'ai partagé la sagesse de grand-père Harold, les recettes de Ruth et les aventures quotidiennes de la reconstruction de quelque chose de beau. La réponse était impressionnante. Les gens voulaient ce que nous offrions, ce sentiment d'appartenance dans un monde de plus en plus déconnecté. Mais le changement le plus satisfaisant a été le plus subtil. Au lieu de me cacher derrière le comptoir en ayant honte de mon travail, je me suis déplacé dans le café avec confiance. Je connaissais le nom de chaque client, leur commande préférée, leur situation familiale. J'avais embauché 2 employés à temps partiel qui comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un travail, mais d'une mission de création d'une communauté authentique. Claire Sarah Martinez, ma nouvelle assistante de direction, s'est approchée avec le genre d'expression qui signifiait soit de très bonnes nouvelles, soit de très mauvaises nouvelles. Il y a quelqu'un qui veut te voir, dit-elle, il dit que c'est ton frère. À travers les fenêtres de devant, je pouvais voir Bradley faire les 100 pas sur le trottoir. Il avait perdu du poids et son apparence habituellement parfaite était légèrement débraillée. Le costume cher était toujours là, mais il pendait différemment, comme s'il appartenait à quelqu'un qui avait perdu plus que de l'argent. Faites-le entrer, ai-je dit. Bradley est entré à Golden Morning en ressemblant à un homme visitant un pays étranger dont il ne parlait pas la langue. Il a jeté un coup d'œil autour de lui sur le café animé, les clients riant, la prospérité évidente avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Claire, dit-il, s'approchant du comptoir, tu as l'air d'avoir réussi. J'ai réussi, ai-je répondu uniformément. Que puis-je faire pour vous, Bradley? Il s'est agité inconfortablement. J'espérais que nous pourrions parler en privé. J'ai fait un geste vers le coin où grand-père Harold et moi avions l'habitude de partager nos conversations du soir. Bradley s'est glissé sur le siège en face de moi, et pendant un moment, il a ressemblé au frère aîné qui m'avait autrefois aidé à faire mes devoirs et m'avait appris à faire du vélo. J'ai fait des erreurs, dit-il sans préambule. De grosses erreurs, et j'ai eu 6 mois pour y penser. Continuez. Le cabinet d'avocats m'a laissé partir. Apparemment, essayer de manipuler des parents âgés pour qu'ils cèdent le contrôle financier ne reflète pas bien l'éthique professionnelle. Son rire était amer. Qui l'eût cru? J'ai attendu la suite. Lisa m'a quitté aussi. A pris la moitié de tout dans le divorce et a clairement indiqué qu'elle ne pouvait pas respecter quelqu'un qui s'était abaissé à essayer de voler son propre grand-père. Bradley passa ses mains dans ses cheveux. Elle avait raison sur tout. Que veux-tu de moi, Bradley? Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Le pardon? Peut-être? Une chance de faire à nouveau partie de ta vie? Je sais que je ne le mérite pas, mais... Mais quoi? Mais tu me manques. Ça me manque d'avoir une sœur. Ça me manque de faire partie d'une famille qui n'est pas complètement dysfonctionnelle. Il regarda de nouveau autour du café. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici, Claire. Grand-père Harold serait si fier. L'aveu m'a pris au dépourvu. Pendant 6 mois, j'avais imaginé cette confrontation comme soit hostile, soit manipulatrice. Je ne m'attendais pas à une honnêteté brute. Tu as essayé de faire déclarer notre grand-père incompétent, ai-je dit calmement. Tu as conspiré avec nos parents pour le manipuler afin qu'il abandonne tout ce qu'il aimait. Tu m'as traité comme une employée pendant des années et tu as ensuite fait semblant d'être choqué quand il m'a laissé son argent au lieu de toi. Je sais que tout cela est vrai, et que tout cela était mauvais. La voix de Bradley était stable. Je ne peux rien annuler, mais je peux le reconnaître et essayer d'être différent à l'avenir. Pourquoi devrais-je croire que tu as changé? Parce que tout perdre t'enseigne ce qui compte vraiment. J'avais de l'argent, un statut, une carrière réussie et une femme magnifique. Mais rien de tout cela n'était construit sur quelque chose de réel. Quand tout s'est effondré, j'ai réalisé que j'avais poursuivi les mauvaises choses toute ma vie. Il fit une pause, observant un jeune couple partageant une part de tarte à une table voisine. Ce que vous avez ici, ce que Papy Harold avait avec Mamie Ruth, ce que vous construisez, c'est ça qui est réel. C'est ça qui compte. J'étais trop stupide et avide pour le voir avant. J'ai étudié le visage de mon frère, à la recherche de signes de manipulation ou d'arrière-pensée, mais je n'ai vu que de l'épuisement et un regret sincère. Qu'est-ce que tu fais maintenant, ai-je demandé. Je travaille dans une petite entreprise à Queens. Des affaires de dommages corporels, surtout. La paie est misérable, mais le travail me semble plus honnête que ce que je faisais avant.
Il sourit avec amertume. J'apprends qu'il y a une dignité à servir des personnes qui ont réellement besoin d'aide plutôt que des personnes qui veulent exploiter leurs proches. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, observant le café fonctionner autour de nous. Madame Patterson a fait un signe de la main depuis sa table habituelle. Le détective Morrison a fait un signe de tête en partant avec son café de l'après-midi. Sarah s'occupait de la caisse avec une confiance tranquille tout en discutant avec les clients comme de vieux amis. Je ne sais pas si nous pouvons redevenir frères et sœurs, ai-je finalement dit. Il s'est passé trop de choses. Je comprends. Mais peut-être que nous pouvons trouver comment être quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur qui nous sommes maintenant plutôt que sur qui nous étions. Les yeux de Bradley se sont remplis de larmes. J'aimerais bien. Ce ne sera pas facile, et ce ne sera pas rapide. Tu devras prouver que tu as réellement changé, et pas seulement le dire. Je le ferai. Quel que soit le temps que ça prendra. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le compte Instagram qui était devenu un tel succès surprenant. Tu vois ça? 40 000 personnes suivent l'histoire de Golden Morning. Ce ne sont pas que des clients, c'est une communauté. Ils viennent ici parce qu'ils veulent faire partie de quelque chose de réel, quelque chose qui valorise les gens plus que le profit. Bradley a fait défiler les publications, lisant les commentaires des abonnés qui partageaient leurs propres histoires de conflits familiaux et de réconciliation. C'est incroyable, Claire. Tu aides les gens. C'est ça le but. Papy Harold et Mamie Ruth n'ont pas seulement bâti une entreprise, ils ont bâti un endroit où les gens comptaient. J'essaie d'honorer cet héritage tout en le faisant mien. Comment puis-je en faire partie? Si tu me le permets. J'ai pensé à la lettre de Papy Harold, à la grâce sous pression et au choix de l'amour plutôt que de l'amertume. Commence par rendre visite à maman et papa. Ils sont en difficulté aussi, et ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à comprendre ce qui a mal tourné. Sois le fils dont ils ont besoin, pas le fils qui veut quelque chose d'eux. Bradley acquiesça. Et ensuite on verra. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang, Bradley. C'est une question de choix. Chaque jour, nous choisissons de nous soutenir mutuellement ou de nous démolir. Fais de meilleurs choix, et peut-être que nous pourrons construire quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Alors qu'il se préparait à partir, Bradley se retourna une dernière fois. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Pas à cause de l'argent ou du succès, mais parce que tu as trouvé un moyen de nous pardonner même quand nous ne le méritions pas. Je ne te pardonne pas pour ton bien, ai-je répondu. Je le fais pour le mien. Garder de la colère est épuisant, et j'ai de meilleures choses à faire avec mon énergie. Après son départ, je me suis assise dans cette banquette d'angle et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas exactement le pardon, mais la possibilité de celui-ci, le début de quelque chose de nouveau. Margaret Chen avait raison au sujet des conflits familiaux. Ils déchirent souvent les relations de façon permanente. Mais parfois, si vous avez beaucoup de chance et que toutes les personnes impliquées sont prêtes à faire le dur labeur du changement, ils peuvent aussi créer de l'espace pour que quelque chose de mieux se développe. Je n'étais pas prête à faire entièrement confiance à Bradley. Cela prendrait du temps et des preuves constantes qu'il avait vraiment changé. Mais j'étais prête à lui donner la chance de gagner cette confiance parce que c'est ce que devrait être la famille, pas des personnes qui reçoivent votre amour automatiquement, mais des personnes qui travaillent chaque jour pour le mériter. 1 an après la mort de Papy Harold, Golden Morning était devenu quelque chose que ni lui ni Mamie Ruth n'auraient pu imaginer, bien que je pense qu'ils auraient aimé chaque instant. Ce qui avait commencé comme un seul café s'était développé en 3 emplacements à travers Manhattan, chacun conservant la chaleur de l'original tout en servant ses quartiers uniques. Le succès avait attiré l'attention de personnes dont je n'aurais jamais pensé entendre parler. Food & Wine voulait présenter notre histoire. The Today Show avait appelé pour mettre en lumière la femme qui avait transformé une tragédie familiale en un triomphe communautaire. Les revues économiques demandaient comment j'avais bâti une clientèle aussi fidèle si rapidement. La réponse était simple, bien qu'apparemment révolutionnaire dans le monde des affaires modernes, je me souciais vraiment des personnes que je servais. Mais l'appel le plus inattendu est arrivé un mardi matin pluvieux de mars. Mademoiselle Morrison, ici James Caldwell de Caldwell Development Group. J'aimerais discuter d'une proposition commerciale avec vous. Je connaissais le nom. Caldwell Development était l'une des plus grandes sociétés immobilières commerciales de New York. Il se spécialisait dans la transformation de propriétés sous-utilisées en développement de luxe, ce qui signifiait généralement détruire tout ce qui avait du caractère et le remplacer par une rentabilité stérile.
Quel genre de proposition, ai-je demandé prudemment. Nous sommes intéressés par l'acquisition de vos propriétés pour un important projet de développement à usage mixte. L'offre serait assez généreuse, 15 millions de dollars pour les 3 emplacements avec la possibilité pour vous de relouer un espace commercial dans les nouveaux bâtiments. 15 millions de dollars. C'était plus d'argent que je n'avais jamais rêvé d'avoir, assez pour prendre une retraite confortable et ne plus jamais travailler de ma vie. Je ne suis pas intéressé à vendre, ai-je dit. Mademoiselle Morrison, je ne pense pas que vous compreniez l'ampleur de ce que nous offrons. Ce serait de l'argent qui changerait votre vie. M. Caldwell, ma vie a déjà changé. Merci. Ces cafés ne sont pas seulement des commerces pour moi. Ce sont des espaces communautaires, des endroits où les gens se réunissent, se connectent et se sentent valorisés. Je ne suis pas intéressé à les transformer en condos de luxe. Il y eut une pause. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer en personne. Je pense qu'une fois que vous aurez vu nos plans de développement, vous comprendrez l'opportunité que nous vous présentons. Quelque chose dans son ton m'a rendu méfiante. Je vais y réfléchir, mais je dois vous dire d'emblée qu'il est peu probable que je change d'avis. Tout le monde a un prix, mademoiselle Morrison. Laissez-moi vous montrer quel pourrait être le vôtre. La réunion était prévue pour le vendredi suivant dans les bureaux de Caldwell Développement à Midtown. J'ai emmené Margaret Chen avec moi, en partie pour une protection juridique, et en partie parce qu'elle était devenue experte pour repérer la manipulation déguisée en opportunité commerciale. James Caldwell était exactement ce à quoi je m'attendais, costume cher, sourire étudié, le genre de confiance qui vient du fait de ne jamais avoir à tenir compte des sentiments des autres lors de la prise de décision. Sa salle de conférence surplombait Central Park avec des fenêtres du sol au plafond qui faisaient que les visiteurs se sentaient petits et insignifiants. Mademoiselle Morrison, merci d'être venue. Il a fait un geste vers une chaise en face de son bureau massif. Je pense que vous trouverez notre proposition très convaincante. Il a étalé des rendus architecturaux sur la table, montrant d'élégantes tours de verre où mes cafés se trouvaient actuellement. Nous prévoyons un réaménagement complet de 3 pâtés de maison, des résidences de luxe, des commerces de détail haut de gamme, des bureaux pour les entreprises technologiques. Cela apporterait un développement économique important à ces quartiers et déplacerait tous les commerces et résidences existants, ai-je observé. C'est la nature du progrès, je le crains. Mais nous sommes prêts à vous offrir 15 millions de dollars en espèces, la clôture dans 30 jours. Vous pourriez ouvrir Golden Morning où vous voulez. J'ai étudié les rendus plus attentivement. Où iraient exactement les résidents actuels lorsque vous démolirez leurs immeubles d'appartements? Caldwell a fait un geste de la main avec dédain. Une aide à la réinstallation est fournie, bien sûr. La plupart trouvent un logement convenable dans d'autres zones. D'autres zones signifiant des quartiers moins chers, plus éloignés de leurs emplois, de leurs écoles et de leur système de soutien. Mademoiselle Morrison, vous ne pouvez pas arrêter le développement à Manhattan. Ces propriétés seront réaménagées tôt ou tard, avec ou sans votre coopération. La question est de savoir si vous profitez de cette inévitabilité ou si vous êtes balayé par elle. Margaret Chen s'est penchée en avant. Monsieur Caldwell, que se passe-t-il si mademoiselle Morrison ne vend pas? Son sourire est devenu moins chaleureux. Eh bien, ce serait malheureux. Ces projets nécessitent une acquisition de blocs entiers pour être économiquement viables. Si un propriétaire foncier s'accroche, parfois d'autres pressions financières peuvent les aider à voir la raison. Quel genre de pression financière, ai-je demandé? Les impôts fonciers peuvent être réévalués. Les inspections de bâtiments peuvent devenir plus fréquentes. Les permis de rénovation peuvent faire face à des retards inattendus. Son ton est resté agréable, mais la menace était indéniable. Monsieur Caldwell, ai-je dit en me levant. Me menacez-vous? J'explique simplement comment fonctionne la bureaucratie de la ville lorsque des projets de développement de cette ampleur sont impliqués. Margaret Chen a rassemblé les rendus et les lui a rendus. Monsieur Caldwell, je pense que cette réunion est terminée. Mademoiselle Morrison, a crié Caldwell alors que nous atteignions la porte. Vous faites une erreur. 24 millions de dollars est ma dernière offre. Je me suis retourné. Vous venez d'augmenter votre offre de 9 millions de dollars en l'espace de 30 secondes. Cela me dit 2 choses, premièrement, que mes propriétés valent beaucoup plus que ce que vous avez offert initialement, et deuxièmement, que vous en avez désespérément besoin au point de payer le prix qu'il faut. Tout le monde a un prix, a-t-il répété. Vous avez raison, ai-je répondu. Mais le mien n'est pas l'argent. Mon prix est de préserver quelque chose qui compte plus que le profit,
et cela n'est pas à vendre pour aucun montant. Le harcèlement a commencé en moins d'une semaine. Des inspecteurs du bâtiment sont apparus sans préavis, invoquant des violations qui n'existaient pas la veille. Le service de santé a trouvé des problèmes avec de l'équipement qui avait passé l'inspection quelques mois auparavant. Les demandes de permis pour des rénovations mineures ont disparu dans des trous noirs bureaucratiques. Mais James Caldwell avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé que j'étais seul dans ce combat. Le détective Morrison, maintenant à la retraite, m'a aidé à documenter le schéma des inspections suspectes. Madame Patterson, dont le mari avait été conseiller municipal, m'a présenté à des politiciens locaux qui étaient fatigués de voir les promoteurs démolir le caractère du quartier. La communauté Golden Morning, tant les clients que les abonnés des médias sociaux, s'est mobilisée avec le genre de soutien populaire que l'argent ne peut pas acheter. Le tournant est venu lorsqu'un journaliste de télévision locale a repris l'histoire, une entreprise familiale contre un grand développement. David et Goliath à Manhattan était un spectacle captivant, surtout quand ils ont interviewé des résidents de longue date du quartier qui avaient été déplacés par des projets similaires. Ce qui rend Golden Morning spécial, ce n'est pas seulement le café, a déclaré Madame Patterson à la caméra. C'est que Claire Morrison traite chaque client comme un membre de sa famille. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas reproduire dans une tour de verre. Le segment est devenu viral. Save Golden Morning a commencé à être une tendance sur les médias sociaux. Les blogueurs culinaires et les défenseurs du quartier ont partagé des histoires sur l'importance des entreprises locales dans le maintien du caractère de la communauté. Mais le soutien le plus inattendu est venu d'une source improbable. Claire ? La voix de Bradley au téléphone semblait excitée. Tu regardes les nouvelles ? Quelles nouvelles ? Chaîne 7. Allume-la tout de suite. Le journaliste interviewait James Caldwell devant son immeuble de bureau, et il avait l'air nettement moins confiant qu'il ne l'avait fait lors de notre réunion. M. Caldwell, comment réagissez-vous aux allégations selon lesquelles votre entreprise aurait utilisé la bureaucratie municipale pour faire pression sur les propriétaires de petites entreprises afin qu'ils vendent leurs propriétés ? Ces allégations sont totalement infondées, a répondu Caldwell, mais sa voix manquait de conviction. Nous avons des documents qui montrent un schéma d'activité d'inspection inhabituel ciblant spécifiquement les propriétés ciblées pour vos projets de développement. Voulez-vous commenter ? L'interview s'est poursuivie avec Caldwell devenant de plus en plus sur la défensive alors que les journalistes présentaient des preuves des tactiques d'intimidation de son entreprise. À la fin du segment, il était clair que Caldwell Développement était confronté au genre de cauchemar de relations publiques qui rend les investisseurs nerveux. Comment ont-ils obtenu toute cette documentation, ai-je demandé à Bradley. Ce qui est amusant, c'est d'avoir des relations dans le milieu juridique, a-t-il dit avec satisfaction. Quand on sait quel formulaire remplir et quel bureau contacter, les registres publics deviennent très accessibles. Tu as aidé à ça ? Je t'ai dit que je voulais faire de meilleurs choix. Aider ma sœur à se défendre contre les brutes corporatives me semblait être un bon point de départ. 2 semaines plus tard, James Caldwell a rappelé. Cette fois, son ton était considérablement différent. Madame Morrison, je crois qu'il y a eu un malentendu concernant nos plans de développement. Nous aimerions revoir notre proposition pour inclure la préservation des emplacements Golden Morning existants en tant que locataires principaux dans nos nouveaux bâtiments, avec une pleine propriété conservée par mois. Eh bien, nous structurerions cela comme un contrat de location à long terme. Monsieur Caldwell, laissez-moi vous faire gagner du temps. La réponse est non. Pas 15 millions de dollars, pas 24 millions de dollars, pas n'importe quelle somme d'argent. Ces cafés servent leur communauté, et leur communauté ont très clairement indiqué qu'elle voulait que nous restions exactement là où nous sommes. Vous faites une grave erreur, a-t-il dit, mais l'envie de se battre avait disparu de sa voix. Non, monsieur Caldwell, je fais un choix, et pour la première fois de ma vie, j'ai les ressources et le soutien nécessaires pour faire des choix basés sur mes valeurs plutôt que sur mes peurs. Après qu'il ait raccroché, je me suis assise dans le Golden Morning d'origine et j'ai regardé la foule animée de l'après-midi. Madame Patterson était à sa table habituelle, lisant et discutant occasionnellement avec d'autres habitués. Un groupe d'étudiants occupait la banquette d'angle, étudiant ensemble. Une jeune mère avec un bambin profitait d'un moment de calme pendant que son enfant jouait avec les jouets en bois. J'avais mis le cap sur les familles. C'est ce que grand-père Harold et grand-mère Ruth avaient envisagé, un endroit où la communauté se fait naturellement, où les gens se sentent valorisés et connectés. Aucune somme d'argent ne pourrait remplacer ce que nous avions construit ici. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah, le rush de l'après-midi est sur le point de commencer à l'emplacement 2.
Tu veux que je m'en occupe, où tu viens? J'ai souri, j'ai pris mes clés et je suis parti aider à servir du café à des gens qui sont devenus une famille. Parce que c'est ce que nous faisions chez Golden Morning. Nous étions là les uns pour les autres. Nous avons choisi la communauté plutôt que le profit, et nous avons prouvé chaque jour que certaines choses ne sont vraiment pas à vendre. Dehors, je pouvais voir des équipes de construction travailler sur un autre projet de développement de luxe en bas de la rue. Dans quelques mois, il abriterait des locataires riches qui ne parleraient probablement jamais à leurs voisins ou n'apprendraient jamais le nom de leur portier. Mais Golden Morning serait toujours là, servant toujours du café avec amour, créant toujours le genre de connexions qui font qu'une ville se sent comme chez soi. Et cela valait plus que tout l'argent de James Caldwell réuni. 5 ans après avoir hérité d'un petit café de coin, je me tenais dans la cuisine de l'emplacement phare de Golden Morning, regardant mon équipe se préparer pour notre journée la plus chargée de l'année. C'était le 5e anniversaire de la mort de grand-père Harold, et nous avions prévu une célébration de sa vie et de son héritage qui avait pris une ampleur bien plus grande que tout ce que j'avais imaginé à l'origine. Le café est maintenant le point d'ancrage d'un petit empire d'entreprises axé sur la communauté. Golden Morning compte 7 emplacements dans 3 arrondissements, chacun adapté pour servir son quartier unique tout en conservant la chaleur et l'authenticité qui ont rendu l'original spécial. Nous avons également lancé une entreprise de torréfaction de café, une ligne de produits de boulangerie originaux de Rude vendus dans les épiceries locales et une fondation à but non lucratif qui aide d'autres entreprises familiales à résister au rachat d'entreprises. Mais l'expansion la plus significative a été le centre de retraite au bord du lac, où nous offrons des ateliers sur tout, de la cuisine traditionnelle au développement de petites entreprises. La vision de grand-mère Rude de créer des lieux de rassemblement où les gens pourraient se reconnecter est devenue une réalité d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Claire? Sarah s'est approchée avec une tablette pleine de la logistique de la journée. Elle est devenue mon associée il y a 2 ans, apportant des compétences organisationnelles et un savoir-faire en marketing qui complétait mon attention sur la construction de la communauté. Le journaliste du Times est arrivé tôt, et il y a une file d'attente autour du pâté de maison pour le service commémoratif. À travers les fenêtres avant, je pouvais voir exactement ce qu'elle voulait dire. Des centaines de personnes remplissaient le trottoir, beaucoup portant des fleurs ou des notes manuscrites. Les clients réguliers se mêlaient aux défenseurs du quartier, aux blogueurs culinaires et aux fonctionnaires de la ville qui étaient venus rendre hommage à un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré, mais dont ils avaient été témoins de l'impact. Le service commémoratif était prévu à 14 heures, mais nous servions du café et partagions des histoires de Harold depuis l'aube. Madame Patterson, maintenant âgée de 86 ans et lisant toujours des romans à l'eau de rose à sa table d'angle, s'était nommée hôtesse d'accueil officieuse, embrassant les inconnus et expliquant la philosophie de Harold à tous ceux qui voulaient bien écouter. Il croyait que servir du café aux gens, c'était en réalité servir leur âme, a-t-elle dit à un jeune journaliste qui prenait des notes frénétiquement. Claire a appris cela de lui, et maintenant elle l'enseigne à tout le monde. Le détective Morrison, bien qu'officiellement à la retraite, avait organisé la sécurité avec la précision de quelqu'un qui avait passé des décennies à protéger les personnes qui comptaient. Non pas que nous ayons besoin de beaucoup de sécurité, m'avait-il dit plus tôt. Cette foule se surveillerait elle-même. Ils aiment ce que vous avez construit ici. À midi, un visiteur inattendu est apparu. James Caldwell, semblant plus âgé et considérablement plus humble qu'il ne l'avait été lors de notre dernière confrontation. Il s'est approché du comptoir avec hésitation, comme quelqu'un qui n'était pas sûr d'être le bienvenu. Madame Morrison, a-t-il dit. J'espère qu'il est approprié que je sois ici. Monsieur Caldwell, ai-je répondu, sincèrement surprise. Qu'est-ce qui vous amène à notre service commémoratif? Je voulais m'excuser publiquement, si vous le permettez. Il a fait un geste vers le café bondé. Il y a 5 ans, j'ai essayé de détruire ce que votre grand-père avait construit parce que je ne pouvais pas comprendre sa valeur. J'ai beaucoup appris depuis sur ce qui compte réellement dans la vie. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ma fille. Son sourire était contrit. Elle a 16 ans maintenant, et quand elle a appris ce que j'avais essayé de faire ici, elle a été horrifiée. Elle m'a fait lire tous les articles sur Golden Morning, regarder toutes les interviews que vous avez données. Elle a dit qu'elle avait honte d'avoir un père qui a essayé de démolir quelque chose de beau juste pour gagner de l'argent. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation, mais tout ce que j'ai vu, c'était un regret sincère. Elle avait raison d'avoir honte, a-t-il poursuivi. Ce que vous avez construit ici, ce que votre grand-père a envisagé, c'est ce dont les villes ont besoin, des endroits où la communauté se fait naturellement, où les gens comptent plus que les marges bénéficiaires.
J'ai passé ma carrière à détruire des endroits comme celui-ci, et je n'ai jamais compris ce que j'enlevais aux gens. Que faites-vous maintenant? Je travaille avec une association à but non lucratif qui aide les petites entreprises à faire face aux pressions du développement, essayant de réparer certains des dommages que j'ai causés. Il s'est arrêté. Nous avons aidé 12 entreprises familiales à rester dans leur quartier cette année. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. C'est en fait beaucoup, ai-je dit, le pensant vraiment. Madame Morrison, serait-il possible pour moi de dire quelque chose pendant le service commémoratif? Je sais que je ne mérite pas la tribune, mais je pense que les gens devraient entendre que même quelqu'un comme moi peut apprendre à voir clair. À 14 heures, nous avons déplacé le service à l'extérieur pour accueillir la foule. J'avais préparé des remarques sur l'héritage de grand-père Harold, mais en regardant la mer de visage des clients devenus amis, des voisins devenus défenseurs, des étrangers devenus des croyants en ce que nous faisions, j'ai mis de côté mes notes et j'ai parlé avec mon cœur. Harold Morrison croyait que servir du café, c'était servir des âmes, ai-je commencé. Il m'a appris que chaque interaction est une occasion de faire en sorte que quelqu'un se sente valorisé, chaque client est une chance de construire une communauté, et chaque jour est un cadeau pour créer quelque chose de beau. J'ai raconté des histoires sur sa sagesse, son entêtement, sa conviction inébranlable que les gens méritent d'être traités avec dignité, quel que soit leur argent. J'ai parlé de la façon dont il s'était battu pour son droit de vivre selon ses propres conditions et de la façon dont ce combat m'avait donné le courage de vivre selon les miennes. Mais le plus grand cadeau de Harold n'était pas l'argent qu'il m'a laissé, ai-je dit, en regardant directement Bradley et mes parents, qui étaient venus de Long Island pour le service. C'était l'exemple qu'il a donné de choisir l'amour plutôt que la peur, la communauté plutôt que le profit, et les principes plutôt que la commodité. Quand James Caldwell a pris le micro, un murmure a parcouru la foule. Beaucoup de gens l'ont reconnu grâce à la couverture médiatique de notre confrontation 5 ans plus tôt. Je suis probablement la dernière personne qui devrait prendre la parole au service commémoratif de Harold Morrison, a-t-il commencé. Il y a 5 ans, j'ai essayé de détruire tout ce qu'il avait construit parce que je ne pouvais pas comprendre sa valeur. Je voyais des biens là où il voyait un chez-soi. Je voyais un potentiel de profit là où il voyait une communauté. Il a parlé honnêtement de ses tentatives de me forcer à vendre, du harcèlement bureaucratique que sa société avait orchestré, de l'arrogance qui lui avait fait croire que l'argent pouvait résoudre tous les problèmes et acheter tous les rêves. Harold Morrison et sa petite-fille m'ont appris que certaines choses ne sont pas à vendre, a-t-il conclu, non pas parce qu'elles n'ont pas de valeur, mais parce que leur valeur ne peut pas être mesurée en dollars. Ils m'ont appris que la question la plus importante n'est pas ce que puis-je prendre, mais ce que puis-je donner? Je passerai le reste de ma vie à essayer de vivre selon cette leçon. Le service s'est poursuivi avec la musique d'un quartet de jazz local qui jouait aux événements de Golden Morning depuis notre 2e anniversaire. Les clients ont partagé leurs propres histoires de Harold, parlant des conseils qu'il avait donnés, des gentillesses qu'il avait montrées, de la façon dont il les avait fait se sentir bienvenus dans une ville qui se sentait souvent froide et peu accueillante. Alors que l'après-midi touchait à sa fin et que la foule commençait à se disperser, je me suis retrouvé avec Bradley à l'endroit où grand-père Harold s'asseyait autrefois pour regarder le monde passer. Il aurait adoré ça, a dit Bradley, en désignant les groupes de personnes qui traînaient et qui semblaient réticents à partir. Tous ces gens dont il a touché la vie. Il le savait, ai-je répondu. C'est pourquoi il s'est battu si fort pour le protéger. Bradley avait en effet changé au cours des 5 dernières années. Il avait reconstruit sa carrière lentement, se concentrant sur le travail d'aide juridique et les affaires pro bono qui aidaient réellement les gens. Il s'était remarié à une enseignante nommée Maria qui valorisait la gentillesse plus que le statut. Et ils venaient d'avoir leur premier enfant, une fille qu'ils avaient nommée Ruth en l'honneur de notre arrière-grand-mère. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit, en sortant une enveloppe de la poche de sa veste. « Je travaille là-dessus depuis des mois. » À l'intérieur se trouvait un document juridique établissant la fondation Harold Morrison pour la préservation des entreprises familiales, financée par la contribution de Bradley de ses propres économies et conçue pour aider d'autres familles confrontées au genre de pression que nous avions subi. « Je ne peux pas annuler les erreurs que j'ai commises, a-t-il dit. Mais peut-être que je peux aider d'autres familles à éviter de faire les mêmes erreurs. » Ce soir-là, après le départ du dernier client et la fin du nettoyage par l'équipe, je me suis assise seul dans le Golden Morning d'origine avec une tasse de café infusé exactement comme grand-père Harold me l'avait appris. Les murs étaient couverts de photos de 5 années d'événements communautaires, de célébrations de clients et de moments de connexion qui s'étaient produits autour de ces tables dépareillées.
Mon téléphone a vibré avec des messages de la journée, un SMS de Madame Patterson, Harold serait si fier, un courriel du journaliste du Times, beau service. L'article paraîtra dimanche, un message vocal de Maria, merci d'avoir aidé Bradley à devenir l'homme qu'il était censé être. Mais le message qui m'a le plus touché était celui d'une cliente que je connaissais à peine, une jeune femme qui venait depuis environ 6 mois. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble une communauté. J'ai déménagé à New York en me sentant complètement seul, mais Golden Morning m'a appris que la famille n'est pas seulement celle à laquelle on est né. C'est qui est là pour vous quand vous en avez besoin. C'était le véritable héritage de grand-père Harold, j'ai réalisé, pas l'argent ou la propriété ou le succès commercial, mais la compréhension que nous sommes tous responsables de prendre soin les uns des autres, que chaque jour nous choisissons de construire des ponts ou des murs, d'inclure ou d'exclure, d'élever les gens ou de les abattre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le compte Instagram qui compte maintenant plus de 2 millions de followers dans le monde. Des gens de Londres à Tokyo en passant par Sao Paulo partageaient leurs propres histoires de choix de la communauté plutôt que de la commodité, des relations plutôt que du profit, de l'amour plutôt que de la peur. Aujourd'hui, nous avons honoré Harold Morrison, ai-je écrit, mais chaque jour nous honorons sa mémoire en nous traitant les uns les autres avec dignité, en créant des espaces où chacun se sent à sa place et en prouvant que les choses les plus importantes de la vie ne sont vraiment pas à vendre. Le message recevrait des milliers de réponses comme toujours, des gens partageant leurs propres histoires de perte et de croissance, des familles se réconciliant après des années de conflits, des propriétaires de petites entreprises trouvant le courage de tenir tête à la pression des entreprises. Mais ce soir, dans le café tranquille où tout a commencé, je me suis simplement assise avec mon café et je me suis sentie reconnaissante envers des grands-parents qui m'avaient montré à quoi ressemblait l'amour en action, reconnaissante envers des clients qui étaient devenus une famille, reconnaissante d'avoir la chance de passer ma vie à faire un travail qui comptait, et reconnaissante de la leçon douloureuse que parfois la meilleure chose qui puisse vous arriver est de perdre la famille que vous pensiez avoir afin de pouvoir construire la famille dont vous avez réellement besoin. Dehors, New York vibrait de son énergie incessante. À l'intérieur, à Golden Morning, tout était paisible. Demain apporterait de nouveaux clients, de nouveaux défis, de nouvelles occasions de prouver que la gentillesse et la communauté pouvaient prospérer même dans les endroits les plus concurrentiels. Mais ce soir, j'étais exactement là où je devais être, entouré de l'héritage d'amour que Harold et Ruth Morrison avaient construit et que j'avais eu le privilège de faire avancer. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de récits de famille, de pardon et de découverte de votre propre chemin. Et rappelez-vous, l'héritage le plus précieux n'est pas l'argent, c'est la sagesse de choisir l'amour plutôt que la peur chaque jour.